De nos jours, il n'y a probablement pas une seule personne au monde qui n'ait jamais entendu parler des cartels de la drogue mexicains. Effectivement, leurs règlements de compte font régulièrement la une des journaux télévisés dans le monde entier, et Netflix leur consacre même des séries entières. Aujourd'hui, nous allons parler de cette période qui fascine tant les cinéastes, celle où les cartels mexicains ont achevé leur transition de bande de contrebandiers à multimilliardaires. C'est à ce moment qu'ils ont consacré à figurer dans le classement Forbes, à voyager dans les jets privés les plus chers, et à acheter les biens immobiliers les plus luxueux à travers le monde entier. Nous allons remonter dans les années 1980 pour voir comment Félix Gallardo, Rafa Quintero, Don Neto et d'autres ont créé la plus grande organisation de trafiquants de drogue mexicaine. Nous verrons comment l'Agence américaine de lutte contre le trafic de drogue, la DEA, a combattu cette organisation, affrontant aussi bien les trafiquants que les bureaucrates américains et mexicains, et comme toujours, nous nous efforcerons de vous donner des informations qui ne sont pas toujours accessibles par tous. Si vous souhaitez découvrir les éléments réels qui ont inspiré la série Narcos Mexico de Netflix, alors rendez-vous avec le cartel de Guadalajara, de l'autre côté de la loi. Je vais commencer mon récit aujourd'hui sur le cartel de Guadalajara par une mise en garde. En réalité, ce groupe n'était pas du tout un cartel, et il ne s'appelait pas Guadalajara. Dans la vidéo précédente sur les cartels mexicains, qui couvrait la période allant de la fin du 19e siècle aux années 1980, nous avons expliqué que la définition scientifique d'un cartel est une entente entre plusieurs entreprises dans le but de contrôler le marché et de fixer les prix. En ce qui concerne les trafiquants de drogue colombiens et mexicains, ce mot est entré dans l'usage au cours des années 1970, et cette appellation peu précise était tout aussi pratique pour les poursuites judiciaires, car il est plus facile de poursuivre une organisation telle que le cartel de Medellín ou le cartel de Guadalajara, plutôt que de courir après des bandes dispersées. Le célèbre avocat pénaliste Gustavo Salazar l'a clairement exprimé. Les cartels n'existent pas, il s'agit simplement de groupes de trafiquants de drogue. Parfois, ils travaillent ensemble, parfois non. Les procureurs américains les ont simplement appelés cartels pour faciliter les poursuites judiciaires. En réalité, les organisations mexicaines étaient en constante évolution. Des alliances se formaient, puis se rompaient, mais c'est précisément dans les années 1980 qu'un certain système est apparu sur cette carte disparate, dont nous allons parler aujourd'hui. Mais pourquoi pas Guadalajara ? C'est pourtant sous ce nom que cette organisation répertoriée sur Wikipédia est dans la célèbre série télévisée. En bref, la situation est similaire à celle du terme cartel. Ce nom a été inventé pour faciliter le travail des agents de la DEA à une époque où ils n'avaient aucune idée de l'ampleur et du volume des activités de Gallardo et de sa bande. Ce n'est que plus tard que le monde entier a découvert Sinaloa, Culiacán et Michoacán. Ainsi, dans les années 1980, les agents de la DEA écrivaient sans détour dans leur rapport sur le groupe de Guadalajara. Mais il serait sans doute plus juste de dire qu'il s'agissait en réalité du cartel de Sinaloa qui, pour certaines raisons, s'était installé dans la ville accueillante de Guadalajara. Nous allons maintenant revenir sur ces raisons. Entre 1976 et 1977, les gouvernements américains et mexicains ont mené l'opération antidrogue Condor, qui, selon eux, s'est soldée par un succès. Le but de cette opération était que les États-Unis fournissent aux Mexicains des agents et du matériel pour détruire physiquement les cultures de marijuana ainsi que d'héroïne et les aiderait ainsi à arrêter les trafiquants de drogue. À la fin de l'année 1977, la Drug Enforcement Administration, DEA, a annoncé que 22 000 acres de pavot avaient été détruits, ce qui représentait une quantité suffisante pour produire 8 tonnes d'héroïne. Ces déclarations de victoire étaient étayées par des preuves objectives. La pureté de l'héroïne mexicaine vendue au détail aux États-Unis était à son plus bas niveau depuis 7 ans, mais cela n'existait bien sûr que sur le papier. Cette même opération a chassé les principaux chefs de Sinaloa, la principale organisation de trafic de drogue au Mexique à l'époque, de leur base vers Guadalajara. Cette décision de déménager à Guadalajara peut être considérée sous deux angles. D'une part, comme nous l'avons mentionné dans la vidéo précédente, la réduction des plantations et l'intervention de l'armée ont en fait contraint les chefs à quitter la zone d'influence des États-Unis, et Guadalajara était un endroit idéal pour se cacher. D'autre part, leur déménagement souligne particulièrement les liens étroits qui unissaient les trafiquants de drogue, les politiciens et le DFS, l'équivalent mexicain du FBI. Ainsi, selon un informateur mexicain de la DEA et ancien employé du DFS, l'idée de déménager plus au sud a été suggérée aux dirigeants de Sinaloa, Félix Gallardo et Don Neto, par deux commandants haut placés du DFS, Esteban Guzman et Daniel Acuña, lors d'une réunion privée. Toujours selon l'informateur, les fédéraux, intéressés par la réussite de l'entreprise commune, ont eux-mêmes présenté les Sinaloa à des personnalités influentes de Guadalajara. Ils leur ont trouvé des maisons confortables et leur ont même fourni des gardes du corps. Les trafiquants apportaient l'argent et la force,
écrit Helen Shannon dans son livre Desperados, le DFS assurait le renseignement, la coordination et la protection contre les autres institutions gouvernementales. À l'époque, les Sinaloans n'étaient pas la seule entreprise sur le marché illégal florissant de la drogue, mais ils étaient sans aucun doute la plus importante et la plus prometteuse. En effet, ils contrôlaient les plus grandes zones de production de marijuana et de pavo, d'Oaxaca à Sonora, en passant par Guerrero et Michoacán, ainsi que 2 points d'appui pour la production de Durango et Chihuahua. Ils contrôlaient également les principaux postes frontières dans les états de Basse-Californie, Tijuana, Tecate, Mexicali, et de Sonora, San Luis Rio Colorado et Nogales, sans oublier qu'ils tiraient profit d'un accord avec l'organisation de Pablo Acosta, chef de l'Ojinaga dans l'état de Chihuahua. Guadalajara est devenu l'endroit idéal pour le trafic de drogue et dès la fin de l'opération Condor, ils ont commencé à y organiser des opérations de trafic de drogue à une échelle plus grande que jamais. Et afin de maximiser leurs profits, ils ont fait ce que font tous les bons hommes d'affaires, ils ont misé sur l'économie d'échelle. Au lieu d'acheter de la marijuana dans des petites fermes familiales de la Sierra Madre, ils ont construit d'immenses plantations, si grandes qu'elles étaient visibles à plusieurs kilomètres dans le ciel et nécessitaient plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes pour les entretenir. Ces quantités colossales de marijuana signifiaient des sommes colossales, mais aussi une ampleur incroyable du trafic de drogue. Comme nous pouvons le constater, les trafiquants de drogue les mieux adaptés ont non seulement survécu à l'opération Condor, mais ils ont également prospéré grâce à un mécanisme complexe et bien rodé, comprenant de nombreux maillons, des immenses plantations du Triangle d'Or, États de Sinaloa, Durango et Chihuahua, jusqu'au système de paiement en espèces impliquant tous les grands politiciens et chefs de ministère. Ce mécanisme s'est mis en place au fil des décennies, à partir des années 1920, afin de former au début des années 1980 un organisme unique dans lequel tous les acteurs étaient liés les uns aux autres. Nous avons abordé plus en détail cette évolution dans la première partie de l'histoire de la naissance des cartels de la drogue mexicains sur notre chaîne. Parmi tous les trafiquants de drogue de la fin des années 1970, Pedro Avilés Ernesto, Don Neto, Francesca Carrillo, Rafael Rafa Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo et plusieurs autres personnalités importantes, dont nous allons maintenant parler plus en détail, ont finalement influencé la situation actuelle à divers degrés. Tout a commencé à la fin des années 1960, lorsque le premier héros, Pedro Avilés Pérez, est apparu sur la scène de Sinaloa, où les gangs de contrebandiers se livraient une concurrence féroce. Il est né en 1940 et a participé dès son enfance aux activités illégales de sa famille. Et une fois au pouvoir, il s'est lancé dans la contrebande d'héroïne vers la Californie du Sud et l'Arizona. Puis, avec l'arrivée de la mode des drogues douces, Avilés s'est réorienté vers ce marché, transportant des cargaisons de 10 tonnes de marijuana et introduisant dans le business des innovations désormais célèbres, telles que le transport par avion et la corruption des hauts fonctionnaires. Très en avance sur son temps, il a établi des liens en Amérique du Sud et s'est lancé dans la vente de petites quantités de cocaïne, qui ne constituait toutefois pas sa principale source de revenus. Il faut savoir que le réseau d'Avilés s'étendait sur le Culiacán, Mexicali et Tijuana. Ainsi, de nombreux narcotrafiquants de Sinaloa, devenus des figures influentes dans les années 1980, ont appris le métier auprès d'Avilés. Rafael Caro Quintero, notamment, a rejoint Avilés à l'âge de 16 ans et a gravi les échelons jusqu'au poste de chef de gang à Chihuahua. De son côté, Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, était le trésorier d'Avilés et gérait l'argent et les investissements du réseau. Et Miguel Ángel Gallardo, futur boss des boss, était au début de sa carrière criminelle un simple policier corrompu à la solde d'Avilés, chargé du chantage et de la corruption. Parallèlement à Avilés, un autre personnage important pour notre histoire faisait carrière, Alberto Siciliano Falcón, également surnommé le Faucon ou le Faucon de Sicile. Ce Cubain flamboyant et coureur de jupons, qui avait commencé comme voyou dans les rues de Miami, avait fait son chemin jusqu'à Mexico, où il a séduit une femme riche et influente. Cette femme du monde prit Alberto sous son aile, l'habilla comme un playboy, lui apprit les règles de l'étiquette et lui présenta des personnes influentes. Plus tard, il acquit un ranch, se lança dans l'élevage de chevaux et fréquenta l'élite d'Acapulco à Madrid. Le Faucon de Sicile a organisé le premier grand transport terrestre de cocaïne depuis l'Amérique du Sud via Mexico, Guadalajara et Tijuana jusqu'à Los Angeles. À la fin de l'année 1973, les agents de la DEA à Los Angeles ont formé une unité appelée Unité Tactique Centrale, ou CENTAC, chargée de suivre les ramifications de l'organisation de Falcón depuis le Mexique jusqu'en Europe, en passant par les États-Unis. Et en 1978, les agents avaient arrêté environ 400 personnes liées au réseau de distribution américain. De son côté, Alberto Falcón a été arrêté par la police mexicaine en juillet 1975. Il a été le dernier grand trafiquant de drogue à être emprisonné au Mexique pour une longue peine, jusqu'en 1985. Mais voilà le problème,
il n'était pas mexicain. Il était cubain et de surcroît connu pour être un pervers sexuel. La Drug Enforcement Administration, mettant en avant ses faits, a littéralement convaincu les Mexicains de l'arrêter. Une fois derrière les barreaux, Alberto a continué à diriger son organisation depuis sa cellule et, en 1978, 20 ans après le légendaire El Chapo, il s'est évadé de la même manière en creusant un tunnel, mais il a été rapidement rattrapé et condamné à 20 ans supplémentaires. Il a finalement été libéré en 1999 après avoir purgé la totalité de sa peine, et depuis, on n'a plus entendu parler de lui. Mais ce qui est sûr, c'est le nom de l'homme qui, au nom de Falcón, dirigeait son vaste empire depuis Guadalajara. Il s'agissait de Manuel Salcedo Urzeta, surnommé El Cochiloco, c'est-à-dire le cochon fou, et cela en raison de sa cruauté et de son tempérament colérique. Falcón n'a pas réussi à diriger longtemps à distance. Un nouveau leader émergeait à Culiacán et Cochiloco s'est rapidement rallié à lui. Ce leader s'appelait, comme vous le savez déjà, Miguel Ángel Félix Gallardo. Il était décrit comme un homme perspicace, réservé, raffiné et extrêmement sévère. Et il appartenait à la nouvelle génération de trafiquants de drogue de Sinaloa. Il est né en 1946 à Bella Vista, dans la municipalité de Culiacán, au sein de l'état de Sinaloa, dans une famille d'agriculteurs. Sa famille n'était pas liée au trafic de drogue, contrairement aux familles Caro Quintero et Francesca Carrillo, dont nous parlerons plus tard. Les parents de Gallardo travaillaient dans les rideaux locales. Nous avons parlé du système des dirros dans la série précédente, et il s'agit de parcelles de terre à usage commun. Quand Miguel était enfant, il vendait du poulet et des saucisses en parcourant la région à vélo, et il n'a jamais fait de travail physique pénible. Sa sœur, interviewée en 1989, déclarait « Nous sommes issus d'une famille respectable et éduquée. Nous ne sommes pas des paysans en sandales. Ma mère a eu 9 enfants et elle travaillait la terre pour nous aider à vivre. » Miguel Ángel a facilement terminé ses études secondaires, puis s'est inscrit dans un collège d'affaires locales. Sans obtenir son diplôme, il a travaillé quelque temps comme représentant commercial, puis, à l'âge de 17 ans, en 1963, il est devenu officier de la police nationale mexicaine, où il a commencé à s'intéresser au trafic de drogue, recevant un peu d'argent de son patron de l'époque, Pedro Avilés. À la fin des années 1960, avec l'aide active d'Avilés, Miguel Ángel a été engagé comme garde du corps du gouvernement du Parti révolutionnaire institutionnel de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis. Malgré son physique peu impressionnant, avec une taille de près de 190 cm, il ne pesait qu'environ 70 kg, ce qui lui valut le surnom de « maigre ». On sait que le premier mandat d'arrêt contre Gallardo pour possession de drogue date de 1971 et, selon les informations de la police, l'affaire n'a alors pas abouti et personne ne l'a bien sûr licencié de son poste de garde du corps. Miguel était tellement proche du gouverneur qu'il est même devenu le parrain d'un de ses fils, Rodolfo. Outre Sánchez Celis, Miguel Ángel comptait parmi ses amis Antonio Toledo Corro, qui a succédé à Celis au poste de gouverneur en 1975. Lorsqu'Avilés Pérez fut tué dans une fusillade avec la police fédérale en 1978, Félix Gallardo prit les rênes de l'organisation avec l'ancien comptable d'Avilés, Ernesto Fonseca Carrillo, surnommé Don Neto, et son ami d'enfance, l'un des lieutenants d'Avilés, Rafael Caro Quintero. Selon les informateurs omniprésents de la DEA, c'est Don Neto qui aurait commandité l'assassinat d'Avilés aux fédéraux, mais il s'agit plutôt de rumeurs. Don Neto était alors âgé de 47 ans, mais aussi un vétéran respecté et une sorte d'aristocrate de la deuxième génération du trafic de drogue. Il est né à Badiraguato au début des années 1930 et était le fils d'un des premiers intermédiaires dans le marché d'opium. Mais c'est son oncle maternel, Fidel Carrillo, qui l'a entraîné dans ce trafic. Le jeune Don Neto a été arrêté avec lui à Tijuana en 1955, lors d'une opération policière spéciale. Son oncle a été condamné à 5 ans de prison, tandis que Neto s'en est tiré avec une bonne gifle et une leçon pour la vie, toujours payer les flics. Au début des années 1970, il se lança dans la contrebande de cocaïne depuis l'Équateur vers les États-Unis via le Mexique. C'est à cette époque qu'ils ont reçu son surnom, qui signifiait « Monsieur Bon Prix », en raison de son talent pour négocier. Sous Avilés, Fonseca Carrillo était l'un des plus anciens dans le milieu. Des sources font notamment état de son arrestation en Équateur en 1973 alors qu'il tentait de transporter 30 kg de cocaïne, et ce n'était probablement pas la seule cargaison, car le gang d'Avilés avait une longueur d'avance sur ses concurrents dans ce domaine. Ainsi, Miguel Ángel n'avait plus qu'à suivre les traces de son aîné et à développer l'entreprise en écoutant ses conseils. Don Neto avait 4 enfants, mais aucun d'eux n'est connu au sein du cartel de Guadalajara. En revanche, son neveu, Amado Carrillo Fuentes, alias le Seigneur des Cieux, est bien connu. Il a reçu ce surnom en raison de la méthode de transport par avion inventée par son oncle. Un peu plus tard, Amado deviendra le chef d'un territoire très important pour le transport efficace de la marchandise, connu sous le nom de Juárez, et recevra un autre surnom, vice-président.
Rafael Caro Quintero est un autre des chefs de Guadalajara. Si Don Neto était un narcotrafiquant de 2e génération, Caro Quintero était un prince de la drogue de Sinaloa de 3e génération. Son âge reste à ce jour un mystère, et selon différentes sources, Rafa serait né entre 1952 et 1956. Il avait plus de relations que Fonseca Carrillo et Félix Gallardo. En fait, rares étaient les membres de sa famille qui ne se livraient pas au trafic. Tout d'abord, il s'agissait de parents proches. Son père était trafiquant de drogue, sa tante paternelle, Manuela Caro, était une spécialiste renommée de la production d'héroïne, tandis que son oncle maternel, Lamberto Quintero, était un narcotrafiquant notoire dans les années 1970. Ses frères, Miguel et Héctor, étaient également impliqués dans le trafic. Mais à l'époque où Rafa était enfant, être baron de la drogue ne signifiait pas encore être fabuleusement riche. C'est pourquoi, aîné d'une fratrie de 12 enfants, il n'a terminé que quelques années d'école et a été contraint de travailler. À l'adolescence, il a rejoint le gang d'Aviles, où il a rapidement gravi les échelons. La drogue était le dada de Caro Quintero. En 1971, il a été arrêté alors qu'il transportait de la marijuana vers les entrepôts d'Aviles à San Luis Rico, Colorado. À sa sortie de prison, il s'installe dans la ville de Carboca, sur la côte de Sonora, où il achète plus de 80 hectares de terrain et expérimente diverses variétés de marijuana. C'est Rafa et ses frères qui deviendront les rois de Sensi, qui commencera à rapporter beaucoup d'argent au début des années 1980. La sinsemilia, dont le nom signifie « sans graines », est une méthode particulière de culture de plants femelles de 2 mètres de haut, dont les têtes contiennent la plus forte concentration de THC. Il s'agit d'un processus agronomique coûteux et complexe, pour lequel le cartel de Guadalajara disposait de ressources et de capacités nécessaires, et Rafael Quintero était un véritable expert en matière de culture de la sinsemilia. De même, l'histoire des personnalités du cartel de Guadalajara serait incomplète sans mentionner le boss légendaire Joaquim Guzmán Loera, plus connu sous le nom d'El Chapo. Même si son nom ne deviendra célèbre que plus tard, dans les années 1990, nous allons tout de même vous parler de lui, car la série Narcos Mexico donne une version complètement délirante de son arrivée à Guadalajara, et vous allez comprendre pourquoi. Joaquim Archibaldo Guzmán Loera est né dans un petit village près de Badiraguato, le 4 avril 1957. Toute la famille Chapo travaillait dans une plantation de pavots à opium et gagnait pas mal d'argent par kilo de matières premières. Comme vous vous en souvenez peut-être dans la vidéo précédente, il était très difficile pour un simple paysan de vendre sa récolte, mais si ce paysan, comme le père d'El Chapo, était un parent éloigné de Pedro Aviles Pérez, il n'y avait aucun problème. Ainsi, à l'âge de 20 ans, Chapo disposait déjà d'une certaine expérience dans les affaires et s'est forgé d'une réputation d'homme indispensable lorsqu'il s'agissait de régler des problèmes délicats. En quelques années de travail acharné, il est passé du statut de parent pauvre d'Aviles à celui de proche de Gallardo. Et, comme Gallardo l'avait fait avec Aviles, El Chapo a appris à Gallardo toutes les ficelles du métier et, il faut le dire, il y réussit très bien. Mais nous en parlerons plus en détail dans une prochaine vidéo consacrée à El Chapo lui-même. Outre les personnages mentionnés ci-dessus, l'organisation de Sinaloa comptait plusieurs autres figures de renom, Ismael El Mayo Zambada, Arthur Beltrán Leiva et les frères Arellano Félix. À la frontière, à Ojinaga, régnait le légendaire Pablo Acosta. D'autres leaders figuraient également parmi les membres de l'organisation, tels que Héctor Elguero Palma Salazar, Juan José Esparagosa, El Azul, Jaime Herrera, les frères Pedro et Oscar Lupercio Serratos, Rogachina Alba Alvarez et la famille Diaz Parada. Toutes ces personnes et leurs familles étaient responsables des lieux stratégiques pour le business et étaient fidèles aux Sinaloans. Comme vous vous en souvenez dans la première vidéo, les liens familiaux garantissaient le niveau de confiance nécessaire au fonctionnement des marchés illégaux, car ils réduisaient considérablement les risques de trahison. À titre d'exemple, Arturo Beltrán était marié à la cousine d'El Chapo Guzmán. C'est grâce à cette confiance que, au début des années 1980, les Mexicains ont réussi à créer un réseau de distribution de drogue aussi puissant. Mais comme nous l'avons dit plus haut, les chefs de l'organisation ont dû déménager à Guadalajara en 1978, lorsque les troupes gouvernementales sont arrivées à Sinaloa. D'une certaine manière, l'opération Condor a rendu un grand service aux habitants de Sinaloa en éliminant leurs concurrents. L'objectif des Américains dans cette opération était de réduire les cultures de pavots à l'opium. Puis, un peu plus tard, l'accent a été mis sur la marijuana. Au début, les champs ont été pulvérisés avec un pesticide qui n'avait aucun effet sur les cultures d'herbes, mais qui détruisait le pavot. La part de la résine mexicaine coupée, c'est ainsi qu'on l'appelait l'héroïne mexicaine, est tombée à 30%. Et le marché de la drogue a été inondé d'une marchandise pure et blanche provenant d'Afghanistan, où l'année avait été particulièrement bonne. Les Américains se sont ensuite lancés dans la destruction de la marijuana à l'aide d'un poison appelé paraquat, ce qui eut des conséquences inattendues.
Les paysans ont continué à récolter les cultures empoisonnées et à les sécher et à les envoyer à leurs inestimables voisins du Nord. Selon les estimations les plus modestes, 1/5 de toute l'herbe mexicaine était contaminée par cette substance hautement toxique, qui entraînait la mort des consommateurs. Le Congrès a décidé de mettre fin à la pulvérisation, et les toxicomanes se sont tournés vers des fournisseurs colombiens. Nous devons ici nous éloigner des passions mexicaines pour comprendre plusieurs faits très importants concernant la Colombie, car ce qui s'y passe a eu une influence directe sur les événements décrits. Premièrement, en 1978, près de 3/4 du marché américain était constitué d'herbes importées de Colombie. En effet, la culture de la marijuana s'est répandue dans tout le pays et rapportait $1 milliard par an. De plus, le pays était en proie au chaos politique, après 20 ans de massacre entre les différentes factions, ce qui a permis aux trafiquants de créer leur propre réseau de distribution. En octobre 1978, le nouveau président colombien Turbay a déclaré que l'économie de la drogue représentait une menace pour la sécurité nationale, et a tenté de la combattre jusqu'en mars 1980, mais sans succès. Et pendant que toutes les forces étaient mobilisées pour lutter contre la culture et le transport de la marijuana, qui était déjà en perte de vitesse, une nouvelle organisation puissante se créait dans une ville encore inconnue appelée Medellín, avec pour objectif le trafic de cocaïne. C'est le deuxième fait important. Au début des années 1970, les trafiquants cubains de Miami contrôlaient un marché de gros de cocaïne relativement modeste aux États-Unis. Leurs clients étaient principalement d'autres immigrants cubains, jusqu'à ce que les Colombiens entrent dans le business et déclenchent ce qui restera dans l'histoire comme la guerre des cow-boys de la cocaïne. Les nouveaux dealers colombiens avaient un avantage de taille sur les Cubains. Grâce à la marijuana, les gangs de Medellín disposaient d'un vaste réseau de distributeurs de classe moyenne sur toute la côte est aux États-Unis. Plus tard, les agents de la Drug Enforcement Administration, DEA, ont conclu que la destruction temporaire de l'industrie mexicaine de la marijuana due à l'opération Condor était la cause directe de l'émergence de l'industrie colombienne de la cocaïne. Pendant que les autorités américaines se livraient à des batailles bureaucratiques pour mettre fin au carnage dans les rues de Miami, les réseaux de trafiquants de cocaïne de Medellín se sont développés à tel point que les cow-boys de la cocaïne semblaient être de simples enfants. En 1982, les agents de la DEA ont appris que les trafiquants de Medellín avaient formé un cartel dirigé par 4 hommes, Jorge Ochoa, Pablo Escobar, Carlos Leder et José Rodríguez Gacha. À cette époque, ils contrôlaient 80% de la production de cocaïne en Colombie. Le cartel de la cocaïne de Medellín était alors un groupe criminel le plus riche et le plus dangereux au monde et aurait continué à se développer dans toutes les directions. Mais le 24 juin 1982, le président Reagan a pris le dessus sur la bureaucratie et a donné l'ordre de relancer la guerre contre la drogue. En Floride, principal lieu de vente de la marchandise colombienne, des centaines d'agents du FBI et de la DEA se sont précipités et la route caribéenne de transport de la drogue, qui était la principale pour Medellín, a commencé à s'effondrer. Néanmoins, comme nous le savons, selon la loi du ballon, l'air contenu dans celui-ci se déplace toujours dans la partie à l'opposé de la pression qu'on exerce sur celui-ci. Et c'est à ce moment-là, lorsque les Colombiens ont senti la pression des États-Unis et que le pourcentage de leur cargaison saisie a augmenté, qu'ils ont commencé à chercher de nouvelles voies afin d'acheminer la cocaïne vers le territoire nord-américain. Et il n'est pas nécessaire de bien connaître la géographie pour comprendre que la route la plus évidente passait par l'Amérique centrale et le Mexique. Comparés aux Mexicains, les Colombiens étaient pour ainsi dire des novices en matière de transport de marchandises. Ainsi, la seule solution était d'établir des contacts et de conclure un accord mutuellement avantageux entre les narcotrafiquants des deux pays. Juan Manuel Mata Ballesteros, un Hondurien né à Tegucigalpa en 1945, qui allait devenir le plus grand employeur de son pays et l'un des principaux protagonistes de l'âge d'or de la cocaïne, a joué un rôle clé dans cette affaire. En 1961, à l'âge de 16 ans, Mata émigre à New York, en quête du rêve américain, où il travaille comme caissier dans un supermarché. Plus tard, il se marie avec une Colombienne, puis se retrouve en prison, qui est, dans ce milieu, généralement un lieu où l'on se fait des relations utiles, et il finit par s'échapper pour se lancer dans le trafic de cocaïne. L'un de ses contacts dans le trafic de drogue était notre vieil ami Alberto Siciliano Falcón, qui commençait justement à fournir de la cocaïne colombienne. Après avoir creusé ses réseaux de distribution, Ballesteros a décidé qu'il était plus sûr d'opérer dans le Honduras et a déménagé dans sa ville natale, Tegucigalpa. C'est là que les Colombiens du cartel de Medellín l'ont retrouvé et lui ont demandé de les aider à régler des problèmes de transport via le Mexique. Pour Mata Ballesteros, qui connaissait personnellement Rafael Caro Quintero et Miguel Ángel Félix Gallardo, ce n'était pas difficile. De plus, cette médiation était l'occasion d'étendre ses activités.
Il devenait non seulement membre du cartel de Medellín, mais aussi du cartel de Guadalajara. Et c'est là, en fait, que commence réellement notre histoire. Ainsi, après avoir établi des contacts avec Caro Quintero et Félix Gallardo par l'intermédiaire de Ballesteros, les Colombiens ont entamé des négociations. Selon Che Bergman, directeur régional de la DEA, cela s'est passé à peu près ainsi. Les Colombiens sont venus voir les Mexicains et leur ont dit « Nous les Colombiens sommes propriétaires de la marchandise et pouvons la distribuer nous-mêmes aux États-Unis. Vous les Mexicains, vous n'avez que de la marijuana et de l'héroïne. Nous vous proposons de conclure un accord. Nous livrons notre marchandise sur votre territoire, vous lui faites passer la frontière et vous la remettez à nos hommes. » Du côté du nouveau cartel de Guadalajara, il aurait été stupide de refuser. C'est ainsi que débutèrent les relations commerciales entre les deux plus grands groupes criminels de l'époque. Cet accord entraînera des changements radicaux dans la composition, la structure, ainsi que la rentabilité du crime organisé mexicain. Comme vous vous en doutez peut-être dans la première vidéo à ce propos, le trafic de drogue mexicain a connu plusieurs phases liées au boom de la consommation aux États-Unis. La première a été la demande d'opium pendant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1950, suivie par le boom de la marijuana dans les années 1960 et 1970, et enfin, le troisième essor a commencé dans les années 1980 avec l'arrivée de la cocaïne. En quelques années, vers 1984, la cocaïne est devenue la principale source de revenus des narcotrafiquants mexicains. En effet, la participation directe à ce nouveau marché était pour eux la solution à tous leurs problèmes, car les revenus de l'exportation de marijuana diminuaient et l'exportation d'héroïne, bien que stable, ne rapportait pas beaucoup d'argent. La mode était passée. Ainsi, le fait de devenir le service de livraison des cartels colombiens pour approvisionner les 6 millions de cocaïnomanes aux États-Unis a non seulement compensé à la baisse des revenus, mais a également rendu l'activité plus rentable. Et avec l'augmentation des profits, leur influence s'est accrue dans tous les domaines. Les criminels ont complexifié leur structure organisationnelle de différentes manières, notamment en créant des formations paramilitaires pour protéger les intérêts de leur entreprise, mais aussi en corrompant de hauts fonctionnaires, car le transport d'énormes quantités de cocaïne exigeait une protection accrue de l'État et l'implication de tous les niveaux du pouvoir, de la partie locale jusqu'aux députés. L'État et le trafic de drogue fonctionnaient alors comme un mécanisme unique, dont les rouages étaient lubrifiés par la meilleure huile qui soit, les milliers de dollars provenant du trafic de cocaïne. Terence Popp, qui a interviewé Pablo Acosta, a raconté un épisode très parlant lié précisément à l'intégration du trafic de cocaïne dans le système logistique mexicain. Orinaga, dans l'état de Chihuahua, est un important point de transit frontalier où Pablo Acosta, fidèle au Sinaloan, était le leader incontesté. Lorsque les Colombiens ont pris contact avec les chefs de Guadalajara, Don Neto, une vieille connaissance d'Acosta, a envoyé Orinaga à son neveu, Amado Corrillo Fuentes, pour garantir la pureté et la transaction. Amado, d'ailleurs, deviendra plus tard, après la mort d'Acosta, le maître de cet important territoire, connu à l'avenir sous le nom de Cartel de Juárez, qui est une autre ville importante dans le système logistique de l'état de Chihuahua. Dès la fin de l'année 1984, les premiers vols directs entre la Colombie et Ojinaga ont été enregistrés, effectués par des avions long courrier à 2 réacteurs. Acosta était chargé d'assurer la protection des cargaisons grâce à ses relations avec l'armée, afin que les autorités ne les confisquent pas et facilitent leur transport. Une petite partie de la cocaïne était destinée à Acosta, le reste étant destiné à d'autres organisations qui la transportaient via la Colombie-Britannique, Sonora et Tamaulipas. Il payait Pablo Acosta entre 1000 et 1500 dollars par kilo pour l'utilisation de l'espace, les services de stockage ainsi que le transport, et il fournissait un service de première classe dont les détails ont été relevés par un informateur de la DEA. Ainsi, l'informateur a fourni des informations sur l'arrivée d'un avion transportant 816 kilos de cocaïne à Ojinaga en mai 1985, qui a atterri dans un ranch situé à 50 km au sud d'Ojinaga. La cocaïne était conditionnée en briques d'1 kilo chacune, de forme ronde ou rectangulaire qui, selon les témoins, ressemblaient à des gaufres au fromage. La cargaison a alors été déchargée et transportée dans une citerne métallique cylindrique souterraine, à environ 1 mètre de profondeur, non loin de la piste d'atterrissage. Une fois la cocaïne placée dans le réservoir, le trou a été rebouché avec de la terre et personne n'aurait pu deviner l'existence d'un tel dépôt de drogue. Ensuite, un camion-citerne d'une capacité de 1500 litres est arrivé pour ravitailler l'avion en kérosène, qui est ensuite reparti vers la Colombie. Quelques jours plus tard, la marchandise a été transportée du ranch vers un entrepôt situé à la périphérie d'Ojinaga, à bord de 2 camions pick-up gardés par l'armée. Et à la fin de l'opération, Acosta, comme à son habitude, donnait 20 dollars à chaque soldat de la garnison d'Ojinaga qui avait participé à l'escorte de la marchandise.
La cargaison était ensuite divisée en 7 parties et cachée dans des bonbonnes de propane des camions qui les avaient déjà livrés aux États-Unis via le carrefour de Loma de Arena. Plus tard, des informations ont fait état de rencontres directes en Colombie entre Pablo Acosta et Carlos Leder, au cours desquelles ils auraient organisé des livraisons de cocaïne de plus en plus importantes via Ojinaga. Un informateur de la DEA a affirmé qu'entre 1985 et 1986, Pablo Acosta importait 5 tonnes de cocaïne par mois aux États-Unis. Et si le prix de chaque kilo transporté aux États-Unis était de 1250 $, un calcul simple permet de conclure que Pablo Acosta gagnait 6 250 000 $ par mois, soit 75 millions de dollars par an, uniquement pour l'utilisation de son infrastructure par les Colombiens. Un service de messagerie très rentable donc. Et ce n'est que la seule et unique porte d'entrée aux États-Unis par laquelle passait le cartel de Guadalajara. Selon les estimations approximatives de la DEA, des quantités de marchandises encore plus importantes que Pablo Acosta n'en faisait passer par Ojinaga transitaient par Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales et Juárez. Il est également important de noter les relations entre les Colombiens et les Mexicains. Diego Osorna, pour son livre sur l'histoire du cartel de Sinaloa, a interviewé l'avocat Miguel Félix Gallardo. Ce dernier a affirmé que les chefs de 2 plus grands groupes, Gallardo et Escobar, avaient établi non seulement des relations d'affaires, mais aussi des relations amicales. Étaient-ils simplement des partenaires commerciaux ? Non. Ils étaient tout de même amis, de très bons amis. Escobar était un pro dans son domaine et Miguel avait beaucoup d'influence dans le sien. Et Escobar, bien sûr, savait bien s'y prendre avec les Américains. Mais Miguel le faisait mieux. L'avocat a également indiqué qu'il s'était vu plusieurs fois en Colombie et au Mexique. Que pouvons-nous retenir de ces propos ? La confiance née de l'amitié et de la sympathie mutuelle entre les deux chefs réduisait le risque de violation du contrat et, par conséquent, diminuait également la nécessité de prendre des mesures préventives et punitives en cas de situation inattendue. L'amitié renforçait ainsi les relations d'affaires. Outre l'amitié, il existait également un respect mutuel pour le pouvoir dont chacun jouissait sur son territoire, de sorte qu'aucun affrontement ouvert entre Mexicains et Colombiens n'a été signalé pendant toute cette période, ce qui prouve bien une chose, un partenariat fiable et efficace s'était établi entre eux. Ainsi, le passage clandestin au Mexique s'est avéré beaucoup plus pratique et productif que le passage officiel en Floride, et les trafiquants de drogue mexicains étaient plus que satisfaits. Néanmoins, il est évident que Gallardo avait un avantage sur Escobar, non seulement en termes de logistique, mais aussi en termes de distribution aux États-Unis. Et au fil du temps, les relations entre Colombiens et Mexicains se sont progressivement élargies et les termes de l'accord initial ont évolué en faveur de Guadalajara, comme on le verra un peu plus loin. Les Colombiens payaient généralement chaque cargaison en espèces. Les premières cargaisons étaient payées en pesos avant d'être payées en dollars. Mais après un certain temps, Gallardo a senti que l'argent pouvait se déprécier et qu'il serait beaucoup plus pratique de traiter directement avec la marchandise. La distribuer directement sur le marché nord-américain signifiait faire un coup de maître. Et lorsque le cartel colombien a commencé à livrer davantage de cargaisons, il a exigé d'être payé en marchandises. Escobar a accepté, trouvant même cela pratique. Les conditions étaient les suivantes. Si la marchandise était facile à transporter et à cacher dans un train ou un camion, 35% de la cocaïne revenait aux Mexicains. Si tout était plus compliqué et qu'il fallait recourir, par exemple, à des tunnels souterrains, ils recevaient 50% de la marchandise. Vers la fin de l'année 1984, les Mexicains sont devenus non seulement des transporteurs, mais aussi des distributeurs. C'est souvent le cas dans le commerce légal. Le distributeur devient le principal concurrent du fabricant et les revenus de la filiale dépassent les bénéfices de la société mère. Gallardo comprenait parfaitement qu'avec l'augmentation des profits, lui et ses acolytes deviendraient plus visibles. Il savait qu'il ne fallait pas se faire remarquer, surtout à une époque où toute l'attention du public était tournée vers Escobar et la Colombie. Et il faut dire qu'il y est parvenu jusqu'à un certain point. Il menait une vie modeste, une vie de gestionnaire plutôt que d'empereur. Il surveillait attentivement les livraisons car il savait que tout devait se passer comme sur des roulettes. Il savait qu'il fallait payer à chaque barrage routier, à chaque officier responsable d'un quartier, à chaque maire de chaque ville que l'on devait traverser. Gallardo comprenait qu'il fallait payer. Payer pour que sa chance soit perçue comme celle de tous. Payer afin que quelqu'un ne parle pas, ne trahisse pas, ne bavarde pas ou n'offre plus, avant d'être livré à un groupe hostile ou à la police. La source du pouvoir des trafiquants de drogue n'était pas l'intelligence, mais l'argent. Des dizaines de milliards de dollars, des sommes inimaginables il y a 10 ans. L'argent permettait d'acheter des armes, des refuges et, enfin, la possibilité de commander les gouvernements provinciaux et même centraux.
aucune entreprise criminelle n'avait jamais disposé d'autant d'argent que les trafiquants de drogue d'Amérique latine et d'Amérique du Nord. Et là où ils provenaient, il y en avait encore plus. Les dollars affluaient des États-Unis, dont la population semblait avoir un appétit insatiable pour la cocaïne et la marijuana. Les agents de la DEA, basés à Guadalajara, savaient très peu de choses sur les activités actuelles de Gallardo. Bien que l'agence le connaissait depuis 1975, en 1979, Gallardo figurait dans le dossier de la Drug Enforcement Administration comme intermédiaire spécialisé dans les petits transports de cocaïne vers l'Arizona et Los Angeles. Néanmoins, le gouvernement américain s'intéressait davantage aux criminels qui traversaient la frontière et qui étaient effectivement arrêtés, tout comme les cargaisons qui étaient régulièrement interceptées. Les journaux faisaient régulièrement état de la lutte contre les trafiquants de drogue. 200 kilos à Miami, 100 kilos en Arizona, mais le flux ne cessait pas. Le tableau d'ensemble ne se dessinait pas. Pour les États-Unis, le territoire mexicain restait un patchwork de petits réseaux. De plus, en 1982, les Mexicains ont interdit les vols de reconnaissance de l'aviation américaine au-dessus de leur territoire. En outre, ils ne bénéficiaient d'aucune immunité diplomatique. Et non seulement le gouvernement mexicain n'accordait le statut diplomatique qu'aux agents de la DEA à Mexico, mais de plus, il refusait d'accorder les mêmes privilèges aux agents des bureaux locaux. Depuis les années 1920, il existait un accord tacite entre la DEA et les hauts fonctionnaires du gouvernement central selon lesquels les agents de la DEA pouvaient porter des armes à feu personnelles, mais lorsqu'ils le faisaient, ils enfreignaient les lois mexicaines et étaient donc soumis à l'autorité des fonctionnaires locaux. Il était donc impossible de se procurer des armes. Ronald Reagan, dès son entrée en fonction, a déclaré lors de sa première conférence de presse en 1981 qu'il ne lutterait pas contre le trafic de drogue, mais qu'il priverait les trafiquants de leurs clients. Cependant, son programme interne de lutte contre la drogue n'a pas vraiment abouti, tout comme son programme externe. En effet, la lutte contre les barons de la drogue latino-américains était inévitablement mêlée à la politique et à la diplomatie. Tout d'abord, les pays d'Amérique latine devaient des milliards de dollars aux créanciers américains, et une lutte ouverte contre les narcotrafiquants constituait une menace directe pour les multinationales, les plus grandes banques, ainsi que leurs représentants au ministère des Finances. Deuxièmement, Reagan lui-même était obsédé par l'activisme soviétique et cubain. Plus important encore que les barons de la drogue était la répression des mouvements partisans de gauche en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Ceux-ci étaient particulièrement déterminés à maintenir l'influence américaine dans deux pays latino-américains stratégiquement importants, malgré les preuves que le gouvernement était répressif et corrompu. Il s'agit du Panama, où se trouve le canal stratégique de Panama et une base militaire abritant 10 000 soldats américains, ainsi que du Mexique, troisième partenaire commercial des États-Unis et première source d'importation de pétrole. Reagan ne s'est occupé avec zèle du problème de la drogue que dans un seul cas, lorsqu'il a considéré que des partisans de gauche ou des gouvernements marxistes vendaient de la drogue en échange d'armes. Mais lorsque les agents de la DEA découvraient des preuves de corruption dans des pays non communistes prêts à coopérer pour résister à l'intervention cubaine et soviétique, Reagan faisait preuve d'une tolérance angélique et proposait de chercher des moyens d'améliorer la coopération. Autant dire que les 6 agents du bureau de la DEA à Guadalajara n'étaient pas particulièrement satisfaits de la politique de leur pays et de la détérioration constante de leurs conditions de travail. La ligne du gouvernement américain était claire, la campagne mexicaine contre la drogue était un programme exemplaire. Les relations entre la DEA et la police mexicaine étaient excellentes. Quant à la situation, elle était sous contrôle. Néanmoins, en réalité, rien n'était sous contrôle. Gallardo, par exemple, était un homme respecté dans la société, propriétaire d'hôtels qui apparaissait régulièrement dans la presse pour diverses raisons. Il sponsorisait une université, était garçon d'honneur au mariage de son filleul, le fils du gouverneur, etc. Caro Quintero possédait un garage de voitures de luxe ainsi qu'une maison respectable que seuls les aveugles, les sourds et les muets ignoraient à Guadalajara, et était en fait le gouverneur fantôme de la ville de Cabora. À la même époque, le bureau de la DEA à Guadalajara comptait au mieux 7 agents. James Kuykendall, Pete Hernandez, Butch Sears, Roger Knapp, Victor Wallace, Victor Cortez et Enrique Camarena, dont la seule compétence était la surveillance. Tous sont arrivés au début des années 1980 et ont commencé à observer. En 1982, l'organisation de trafic de cocaïne de Félix Gallardo s'est retrouvée au centre d'un projet de renseignement dirigé par Butch Sears. Le projet baptisé Opération Padrino a semé la confusion parmi tous les employés du bureau. Le schéma sur le tableau en liège ressemblait à une toile d'araignée. Ils finirent par conclure que Félix Gallardo n'était pas seulement le plus grand trafiquant de cocaïne du Mexique, mais aussi l'un des plus grands trafiquants de drogue de l'hémisphère occidental. Son organisation s'était développée à tel point qu'il expédiait entre 1,5 tonne et 2 tonnes de cocaïne par mois, ce qui le rendait aussi influent que les trafiquants de Medellín.
ils ont commencé à réaliser un fait frappant. Bien que le Mexique comptait plus d'agents de la DEA que tout autre pays étranger, aucun représentant de la nouvelle génération de trafiquants n'avait été inculpé aux États-Unis. Et si Caro Quintero ou Félix Gallardo s'étaient présentés au siège de la DEA, les agents américains n'auraient rien pu faire d'autre que leur offrir une bière. Q. Kendall, le chef du bureau, a dit à ses agents qu'il voulait qu'ils apprennent tout ce qu'ils pouvaient sur les chefs de cartel et leurs partenaires silencieux dans le monde politique et économique. Cela allait à l'encontre des exigences de leur quartier général, mais ils s'en fichaient. Parmi les quelques agents, Enrique Camarena, surnommé Kiki, se distinguait particulièrement. Enrique Camarena Salazar est né le 26 juillet 1947 à Mexicali, au Mexique. Ses parents ont ensuite déménagé aux États-Unis, où Kiki a terminé ses études secondaires à Calexico, en Californie, en 1966, avant de s'engager dans le corps des marines des États-Unis en 1968. Après 2 ans de service irréprochable dans les Marines, Kiki a travaillé comme pompier, officier de police et shérif adjoint dans sa ville natale. Il a rejoint la Drug Enforcement Administration en juin 1974. En 1977, après 3 ans à Calexico, il a été transféré au bureau régional de Fresno, en Californie du Nord, puis, 4 ans plus tard, Kiki a reçu l'ordre d'être muté à Guadalajara. En 1980, au moment de son affectation à Guadalajara, il était un agent infiltré expérimenté qui avait effectué de nombreuses arrestations. Il avait une femme, Mika, et 2 enfants. Il ne pouvait même pas imaginer ce qui se passait au Mexique, car son travail aux États-Unis consistait principalement à traquer de petits trafiquants et parfois à saisir des cargaisons de drogue. Oui, c'était un travail dangereux et stressant, mais l'échelle était tout autre. À Guadalajara, Kiki s'est plongé tête baissée dans ses projets, se concentrant sur Rafael Caro Quintero. Contrairement à Gallardo et Don Neto, Rafa menait une vie très publique. Des 3 chefs de Guadalajara, il était le seul à être populaire auprès du peuple et à se promener librement dans la ville au volant de ses voitures de luxe. Selon des informateurs, Caro Quintero et Don Neto se livraient d'ailleurs au trafic de marijuana et non de cocaïne. En mai 1982, l'un des informateurs de Camarena a raconté une histoire incroyable. Dans l'état de San Luis Potosí, à environ 320 km au nord-est de Guadalajara, de la marijuana poussait sur 89 hectares. Les agents étaient sceptiques, sachant que la plantation décrite par l'homme avait été visible de partout, car elle était située au milieu du vaste désert central mexicain. L'informateur insistait sur le fait que la plantation existait et que l'herbe y était irriguée par un système sophistiqué de puits souterrains. Selon lui, les tiges de marijuana atteignaient déjà 1,5 mètre de hauteur et la plantation, disait-il, appartenait à Rafa, Don Neto et El Azul. Les agents ont compris que si les dires de l'informateur se confirmaient, cela discréditerait complètement la campagne mexicaine d'éradication des cultures, selon laquelle il n'y aurait plus de champs géants depuis l'opération Condor au Mexique. En effet, en 1982, le ministère public mexicain, chargé de l'éradication des cultures, avait divisé le pays en zones. Des avions fournis par le gouvernement américain devaient survoler ces zones à intervalles réguliers. Et s'il était difficile de repérer un champ de marijuana sur les versants boisés de la Sierra Madre occidentale, ou dans les jungles de Veracruz ou d'Oaxaca, un champ de cette taille dans le désert aurait été visible à n'importe quel moment, tel un carré de verre néon. Il s'avérait que le groupe de Rafa Neto Azul avait planté un tiers de 1000 carrés dans le désert de San Luis, et que personne ne s'en était aperçu. Cela signifiait 2 choses. Soit les responsables mexicains étaient au courant, mais n'avaient rien dit, soit ils n'étaient pas au courant, car ils n'avaient pas effectué de reconnaissance. Dans le premier cas, les fonctionnaires avaient probablement été soudoyés, et dans le second, ils faisaient sortir de l'argent mexicain et des avions sous de faux prétextes à des fins obscures. Quoi qu'il en soit, c'était une gifle à l'oncle Sam. Et cela signifiait également que quelqu'un gagnait beaucoup d'argent. Les plantations de marijuana dans la Sierra Madre rapportaient des bénéfices modestes en raison des coûts de transport et de manutention assez élevés. La marijuana est une substance assez difficile à transporter, contrairement à la cocaïne ou l'héroïne. En effet, elle a une forte odeur et ne peut pas être compressée en briques d'1 kilo faciles à transporter, comme la cocaïne. Ainsi, une petite quantité d'herbe destinée à la vente prend beaucoup de place, et la seule façon de s'enrichir avec la marijuana, c'est de la cultiver et de la vendre à grande échelle, comme le faisaient les Colombiens. Cela était difficile à réaliser dans la région accidentée de la Sierra Madre, mais si les hauts plateaux arides du centre du Mexique étaient transformés en une agro-industrie avec irrigation intensive et des tonnes d'engrais, comme cela avait été le cas dans les vallées centrales de Californie, alors les profits potentiels seraient énormes. Le moyen le plus simple de savoir ce qui se passait était de survoler la zone, mais les agents de la DEA avaient besoin d'une escorte officielle et n'étaient pas prêts à révéler leurs informations aux autorités fédérales mexicaines. Kiki se mit alors à la recherche d'autres informateurs. Selon le dossier Camarena, ils ont rapporté que le commandant des forces fédérales gardait la plantation et y livrait des armes.
Ils ont raconté qu'un assistant d'El Azul avait offert un nouveau pick-up Ford à un lieutenant de l'armée, et avec cela, les agents de la DEA étaient de plus en plus convaincus que les informations sur la plantation géante n'étaient pas une invention. Plus nous en apprenions, plus nous étions satisfaits, racontera plus tard Hugh Kendall. Hugh Kendall a tenté d'influencer les fonctionnaires du département d'État à Mexico en soulignant l'importance de cette plantation. En août 1982, il s'est d'ailleurs rendu à une réunion du personnel de l'ambassade et a présenté les preuves recueillies par Camarena. Néanmoins, les diplomates ont ignoré Hugh Kendall, car une telle plantation ne pouvait tout simplement pas exister, comme l'affirmaient les Mexicains. C'était une situation digne du livre Catch 22. Camarena n'avait pas de preuves, car il ne pouvait pas survoler cette zone, et il ne pouvait pas survoler cette zone, car il n'y avait pas de preuves. Le procureur général du Mexique n'aurait pas envoyé un agent de la DEA dans cette région sans une demande de l'ambassade. Et l'ambassade, elle, ne voulait pas soulever cette question sans preuve solide. Camarena a donc repris son travail. Il a obtenu une photo de la région et suffisamment de détails pour convaincre l'ambassade de l'existence des plantations. C'est ainsi que, début septembre 1982, le témoignage de Camarena a été présenté au procureur général du Mexique. Il était si convaincant que les autorités mexicaines ont ordonné une opération de recherche et de destruction. Début septembre, 7 hélicoptères ont décollé, avec à leur bord un groupe de militaires et d'agents de la police judiciaire fédérale mexicaine. Camarena et Hugh Kendall se trouvaient à bord. Malgré tout ce qu'ils avaient entendu, les agents de la DEA ont été stupéfaits lorsque les hélicoptères ont traversé la couche nuageuse et qu'une plantation de marijuana vert émeraude est apparue à leur vue. Le raid a établi un record. 200 tonnes de marijuana Sinsemilia de haute qualité ont été récoltées. Et comme indiqué, la plantation était équipée des dernières technologies agricoles. Les champs étaient irrigués par 3 puits profonds et 20 tonnes d'engrais chimiques étaient stockés dans une grange. Non loin de là, se trouvaient des baraques avec des lits pour une centaine de personnes et de la nourriture fraîche dans la cuisine. Mais il n'y avait pas âme qui vive à plusieurs kilomètres à la ronde. Selon les informateurs de Camarena, un officier de police au courant de l'opération l'avait signalé peu avant le raid, laissant ainsi le temps aux travailleurs de s'enfuir. De son côté, le ministère public de San Luis Potosí a donné des réponses évasives à Camarena lorsqu'il a tenté d'obtenir des documents qui étaient relatifs à la propriété du terrain. Camarena a transmis aux autorités fédérales les informations qu'il avait obtenues par le biais de ses informateurs sur le propriétaire présumé, Antonio Pérez Pargué. Mais celui-ci n'a finalement jamais été arrêté. Et c'est là, dans ce champ, parmi les buissons de marijuana de la variété la plus chère, hauts comme des hommes, que les agents ont compris que la seule lutte contre la corruption permettait de résoudre le problème du trafic de drogue. Et ce au plus haut niveau. Car la police judiciaire fédérale, l'armée et les fonctionnaires des différents échelons étaient tous impliqués dans cette affaire. Mais ils se sont heurtés à la bureaucratie du département d'État américain, ainsi qu'à leurs propres supérieurs. En effet, les hauts représentants de la DEA à l'ambassade doutaient de l'importance de cette découverte. Ils ont déclaré que c'était un coup dans le noir, a déclaré Hugh Kendall. Et c'est un cas unique, il n'y en a pas d'autres, nous avons pourtant vérifié qu'il y en avait partout. Quelques semaines plus tard, Camarena a appris l'existence d'une deuxième grande plantation appartenant à Rafael Caro Quintero, dans l'état de Sonora. Hugh Kendall a transmis l'information au bureau de la DEA à Mexico, qui a à son tour convaincu le quartier général de la police fédérale mexicaine et l'armée d'envoyer une équipe d'intervention. Roger Knapp, qui venait de rejoindre l'équipe dans la DEA, s'est rendu à Culiacán pour se joindre aux fédéraux dans leur raid. Les champs se trouvaient exactement là où l'informateur les avait indiqués. 170 acres de marijuana ondulaient au vent, à ciel ouvert. Ainsi, Knapp et les fédéraux se sont rendus à Ciudad Obregón et y ont passé la nuit, avec l'intention de commencer le nettoyage dès l'aube. À 6h du matin, ils découvrirent que le commandant de la FSPM de Culiacán les attendait. Celui-ci, qui était, dit-on, un ami proche d'El Azul, avait été délibérément exclu du raid. Apparemment, il avait été informé du raid pendant la nuit, car il arriva à Sonora à travers les montagnes juste au petit matin. Le commandant insista pour un report. Après avoir attendu toute la journée, Knapp décida que la situation était désespérée et retourna à Guadalajara. Plus tard, un informateur lui apprit que les fédéraux avaient confisqué une partie de la marijuana, mais avaient autorisé la récolte dans les autres champs le jour même. Les agents de la DEA à Guadalajara comprenaient maintenant l'ampleur du réseau mexicain. Ils comprenaient également pourquoi cela se passait ainsi. Le gouvernement, et au plus haut niveau, donnait son accord tacite aux trafiquants de drogue pour toutes les manœuvres. Il s'agissait d'un véritable contrat social dans lequel tout le monde se comprenait d'un seul regard. Cependant, le gouvernement représentait toujours les intérêts de l'État, et non ceux des trafiquants, ce qui signifiait qu'il était toujours possible de le convaincre ou de faire pression sur lui pour qu'il prenne des mesures décisives. Et cette conviction devait être exprimée par le président des États-Unis, le plus haut responsable de son administration, ainsi que le Congrès.
Et ce n'était certainement pas à la portée d'une vingtaine d'agents qui n'avaient même pas le droit d'arrêter quelqu'un à l'étranger, ni de porter une arme. Au début de l'année 1983, Kuykendall se rendit à une réunion de représentants de la Drug Enforcement Administration à San Antonio, armé d'une pile de photos sur lesquelles Camarena posait dans les champs ou poussait des buissons de sinsémilla d'1,5 mètre de haut. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer ce que c'était, il répondit « la corruption ». Les photos n'ont impressionné personne et il est simplement reparti pour Guadalajara. Les agents de la DEA ont donc continué à recueillir des informations par leurs propres moyens, comme ils le faisaient habituellement, et ce n'est qu'au dernier moment qu'ils ont fait appel à la police judiciaire fédérale mexicaine. Il y avait quelques policiers locaux courageux qui étaient prêts à procéder à des arrestations, mais seulement si deux conditions étaient réunies. Il fallait les trouver et s'entendre correctement avec eux. Mais de plus, leur supérieur hiérarchique ne devait pas être à la solde du trafiquant sur lequel ils enquêtaient. En gros, chaque mouvement des agents de la DEA était immédiatement signalé au cartel. Camarena passait beaucoup de temps au bureau de la police judiciaire fédérale, essayant de recueillir le plus d'informations utiles. Pendant un certain temps, il a même pensé qu'il avait quelques amis, jusqu'à ce qu'il apprenne que ces personnes étaient à la solde de Caro Quintero et Don Neto. Finalement, les employés du bureau de Guadalajara ont conclu que la police judiciaire fédérale était une autorité tellement peu fiable qu'ils ont cessé de partager avec eux des informations confidentielles, même avec les employés qui semblaient vouloir aider. En effet, les agents de la DEA ne pouvaient jamais être sûrs que les personnes qu'ils considéraient comme leurs alliés ne jouaient pas double jeu. Ni le siège de la DEA, ni le parquet américain le long de la frontière n'ont manifesté le moindre intérêt pour l'inculpation de Caro Quintero, Félix Gallardo et d'autres chefs. En effet, les procureurs fédéraux ne voulaient pas perdre leur temps et leur énergie à monter des accusations de complot contre des étrangers qui se rendaient rarement aux États-Unis. De nombreuses sections locales de la DEA se concentraient également sur des passeurs et des distributeurs qui opéraient du côté américain, où les preuves étaient plus faciles à obtenir. Le seul membre du cartel à avoir été inculpé à cette époque était Don Neto, et cette affaire avait été ouverte par des agents de douane de San Diego. Mais elle avait été bloquée en raison de querelles interinstitutionnelles entre le ministère public, la DEA et les douanes. L'enquête a débuté en décembre 1982 lorsque des agents des douanes chargés d'une affaire de blanchiment d'argent ont été informés de l'existence d'un groupe de Mexicains qui faisait passer en contrebande d'importantes sommes d'argent liquide de San Diego à Tijuana. La piste menait à une maison située à Rancho Santa Fe, une banlieue chic, perchée sur une falaise et surplombant l'océan Pacifique. Don Neto, ainsi que des proches de Rafa, vivaient dans cette maison et ils utilisaient un service de messagerie et des pagers afin de contrôler la livraison de grandes quantités de marijuana, d'héroïne et de cocaïne à Los Angeles, avant de transférer des millions de dollars au Mexique. Les douaniers ont demandé au procureur fédéral de demander une ordonnance judiciaire pour mettre sur écoute le téléphone de la maison. La section locale de la DEA a accepté, mais les cadres intermédiaires du siège et de la DEA s'y sont opposés au motif que les agents des douanes devaient se charger des enquêtes sur la contrebande et n'avaient pas compétence pour gérer les écoutes téléphoniques en vertu des lois nationales sur le trafic de stupéfiants. Et après un mois de bataille bureaucratique, l'autorisation d'écoute a été obtenue. Mais le 28 janvier 1983, Don Neto a quitté la ville. Ainsi, lorsque les agents des douanes sont arrivés à la maison, ils ont trouvé des vêtements dans l'armoire et de la nourriture sur la table. Au milieu de l'année 1983, Kiki Camarena était déjà convaincu que Caro Quintero exploitait d'immenses plantations de cannabis de qualité supérieure et très rentables dans le centre du pays. Il désirait ardemment survoler la Sierra Madre à sa manière et élabora un plan. Affréter un avion, engager un pilote et mener sa propre reconnaissance aérienne, et ce, sans les pilotes du gouvernement mexicain. C'était une idée radicale, et Camarena le savait. Il baptisa son plan Opération Milagro, ce qui signifie Opération Miracle, car, comme il le dit à Kuykendall avec un sourire triste, ce serait un miracle si quelqu'un l'approuvait. Au cours des mois suivants, lors des réunions avec le dirigeant de la DEA à Mexico, Kuykendall a promu l'idée d'une surveillance aérienne de la DEA. Il a insisté sur le fait que les départements d'État avaient délibérément sous-estimé les estimations de production de marijuana afin de tenir compte de la délicatesse de la situation diplomatique avec le Mexique. Les tensions entre Mexico et le bureau de Guadalajara se sont particulièrement exacerbées après la nomination, au milieu de l'année 1983, d'Ed Heath, qui ne connaissait absolument pas la situation, au poste d'attaché de la DEA à Mexico. De plus, selon Kuykendall, Ed Heath était le pire lèche-bot qu'on puisse imaginer. Heath se serait en effet lié d'amitié avec des fonctionnaires du bureau du procureur général du Mexique et du quartier général de la police judiciaire fédérale, en particulier avec son directeur, Manuel Ibarra.
Son approche lente et attentionnée envers ses collègues mexicains colériques a satisfait de nombreux responsables politiques de l'ambassade américaine, mais a conduit à des conflits avec les agents sur le terrain. En effet, la diplomatie a toujours été un art du compromis, mais la plupart des agents de la DEA sur le terrain considéraient le compromis comme une voie glissante, car ils comprenaient le fonctionnement du système et savaient comment est-ce qu'il était huilé. Pour anticiper, je dirais que le nouvel ami d'Ed Heath, Manolo Ibarra, comparaîtra en 1990 devant un tribunal américain pour le meurtre de Kiki Camarena, de sorte que les questions d'antagonisme entre le centre et le terrain n'étaient pas des questions de relations personnelles. Il s'agissait littéralement d'une question de vie ou de mort pour des agents qui, contrairement à Ed Heath, ne bénéficiaient pas de l'immunité diplomatique. Ainsi, à l'été 1983, après que Camarena et Sears aient passé plusieurs mois à identifier les membres du réseau de Caro Quintero au Guadalajara, Heath ordonna à Kuykendall d'envoyer les noms et adresses obtenus. Heath assura qu'ils organiseraient personnellement la venue d'une équipe opérationnelle fédérale fiable de Mexico à Guadalajara pour mener les perquisitions. Kuykendall n'aimait pas l'idée, mais il n'avait pas le choix, c'était un ordre direct. Les agents fédéraux, qui n'avaient pas le moindre antécédent, arrivèrent donc à Guadalajara et s'installèrent au motel de las Américas, qui appartenait à qui ? Ouais, exactement, à Miguel Ángel Félix Gallardo. Mais lorsque les perquisitions commencèrent, il n'y avait déjà plus personne à aucune des adresses. Camarena et ses partenaires passèrent des mois à essayer de trouver les nouvelles adresses et numéros de téléphone des membres du gang. En mai 1983, l'agent Pete Hernandez capitula et demanda à être transféré au Texas. Il dit à ses collègues du bureau de Guadalajara qu'il voulait mettre en prison quelqu'un qui resterait là-bas. Il en avait assez des moqueries des fédéraux mexicains. Quelques mois plus tard, Butch Sears apprit qu'un poste était vacant en Bolivie et posa sa candidature. Il déclara que, selon lui, la Bolivie était peut-être corrompue et arriérée, mais que les employés de l'ambassade américaine et les agents de la DEA étaient au moins du même côté. Il faisait référence à ses tentatives infructueuses d'obtenir du gouvernement l'accès au relevé bancaire de Gallardo, qui aurait pu éclairer le fonctionnement interne de l'organisation au niveau du trafic de cocaïne. Camarena, Hernandez et Knapp ont réussi à recruter assez facilement des informateurs pour l'opération Caro Quintero, mais cela n'a été possible que parce que le trafic de marijuana nécessitait des milliers de cultivateurs, de surveillants, d'ingénieurs, de chauffeurs routiers et de gardes du corps. Cette branche du cartel de Guadalajara était très visible, tout comme Rafa lui-même, mais il ne parvint jamais à s'approcher des affaires de Félix Gallardo. Le trafic de cocaïne était une activité très lucrative, mais qui ne nécessitait pas beaucoup de main-d'œuvre. Ainsi, un homme comme El Padrino, comme on appelait aussi Gallardo, n'avait besoin que d'un petit groupe d'assistants de confiance pour mener ses affaires, mais il devait pouvoir transférer des millions de dollars vers de nombreux pays pour payer la cocaïne, les avions, les camions, ainsi que les pots de vin. Sears pensait que le meilleur moyen de s'infiltrer dans le trafic de cocaïne était d'analyser les transactions financières. Ainsi, dès le début de l'année 1982, dans le cadre de son Opération Padrino, Sears soupçonnait Félix Gallardo d'avoir acquis une participation dans la banque de Guadalajara afin de blanchir de l'argent. Il demanda au gouvernement mexicain les coordonnées bancaires du narcotrafiquant, mais essuya un refus catégorique. Plus tard dans la même année, des agents de la DEA à Lima sont tombés sur un chèque de caisse de la Bank of America à San Diego. Les agents ont été surpris de découvrir que l'organisation de Félix Gallardo avait transféré 20 millions de dollars via un seul compte de la Bank of America en un mois. À ce rythme, ont calculé les agents, le gang pouvait gagner 200 millions de dollars par an, voire plus, étant donné que les grandes opérations de lutte contre le trafic de drogue avaient dispersé leurs actifs dans de nombreuses banques. Pendant que les agents établissaient leur schéma, les revenus de la vente de cocaïne sur la côte ouest étaient collectés et transportés par camion à Guadalajara, dispersés dans la banque de Félix Gallardo et transférés à la Bank of America à San Diego. Là, l'agent financier de Félix Gallardo, Tomás Vallecorral, retirait l'argent sous forme de chèques de caisse d'une valeur de 40 000 ou 50 000 dollars et les envoyait en Amérique du Sud pour payer les producteurs de cocaïne. Les chèques encaissés sont devenus une source d'information inestimable pour la DEA. Ils savaient désormais d'où Gallardo se procurait la cocaïne, et certains chèques ont été encaissés dans des villes peu connues dans la jungle colombienne, d'autres dans les Andes péruviennes, d'autres encore à la frontière entre le Pérou et la Bolivie. 4 chèques d'un montant total de 200 000 dollars se sont retrouvés en Suisse entre les mains de Roberto Suárez Jr., représentant de la célèbre famille bolivienne du cocaïne. Sears et Kelly ont apporté des copies des chèques encaissés à Mexico afin de les montrer aux représentants des autorités bancaires et aux douaniers mexicains. Ils ont de nouveau demandé à avoir accès au rapport de la banque mexicaine qui, selon eux, aurait pu révéler des informations sur les partenaires et les investissements de Félix Gallardo. Une fois de plus, leur demande a été rejetée.
Sears espérait que quelqu'un à l'ambassade soulèverait la question lors des réunions de haut niveau, mais tout le monde restait silencieux. Et pourtant, il était si près de la vérité. Certes, ses estimations de 200 millions de dollars par an étaient loin de la réalité. C'est difficile à croire, mais en 1985, les revenus de la vente de cocaïne, de sinsemilia et d'opium par les cartels mexicains rapportaient entre 2 et 6 milliards de dollars par an. Et l'innovation que représentait l'intermédiation bancaire n'était pas la seule raison de ces profits. En fait, les banques ont joué un rôle décisif dans l'expansion internationale du commerce mexicain, et il s'agissait d'un changement technologique majeur. C'était aussi important que d'apprendre à cultiver la sinsemilia ou à fabriquer de l'héroïne de haute qualité. En effet, les banques permettaient aux trafiquants de transférer rapidement et efficacement de l'argent entre les pays. Ainsi, l'époque où il fallait transporter des valises remplies d'argent liquide et attendre dans les bars et hôtels que les transferts soient effectués était révolue. L'humeur de l'agence Sears s'est brièvement améliorée lorsqu'un informateur lui a transmis les fréquences radio qui étaient utilisées par le réseau de communication de Félix Gallardo afin de contrôler les mouvements des avions et des camions. Et suite à cela, la direction de la lutte antidrogue à Guadalajara a demandé à la station de la CIA à Mexico de l'aider à mettre en place tout un système de surveillance des communications radio. Comme elle n'a pas reçu de réponse, les agents ont acheté du matériel dans un magasin Radio Shack aux États-Unis et ont monté leur propre système de surveillance. Sears a déclaré que c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase et il s'est alors envolé pour la Bolivie. Peu avant Pâques 1984, l'agent Knapp, qui avait remplacé Sears, a reçu un message indiquant qu'une importante cargaison de cocaïne était en route pour Guadalajara et Félix Gallardo devait s'y rendre en personne. Le quartier général des fédéraux à Mexico a accepté d'envoyer une autre équipe d'agents fiables. Enthousiaste, Knapp a attendu que les fédéraux arrêtent Gallardo en flagrant délit. Mais comme vous pouvez l'imaginer, la livraison n'est jamais arrivée et Félix Gallardo ne s'est pas présenté. Pendant ce temps, tout allait bien aux États-Unis. Les membres du Congrès et les journalistes n'avaient pas entendu parler de l'empire de la cocaïne en pleine expansion de Félix Gallardo, ni des gigantesques plantations de marijuana financées par Rafa et Don Neto. L'administration Reagan gardait en effet le silence. Le 22 juin 1983, Dominique DiCarlo, assistant du secrétaire d'État chargé des affaires internationales liées à la drogue, prononça un discours enthousiaste sur le programme mexicain d'éradication de la marijuana et de l'opium. Selon DiCarlo, le programme mexicain s'est avéré si efficace que les producteurs ont réagi en plantant de minuscules champs, plus isolés et difficiles d'accès. Les champs de marijuana que Camarena et ses partenaires ont trouvés dans le désert n'avaient rien de minuscule ni d'inaccessible. Mais DiCarlo n'a pas du tout mentionné ces grandes plantations à ciel ouvert. La position du Bureau d'aide à la lutte contre la drogue du département d'État à Mexico était que les champs désertiques constituaient une exception. Leur priorité était l'opium, en particulier à Sinaloa, une région où la culture du pavot et de la marijuana était très difficile en raison du relief ainsi que du risque de surveillance aérienne. Entre autres, les agents de la DEA à Guadalajara ont découvert une autre grande plantation dans le désert, 200 acres de sinsemilia à Zacatecas. Ils ont alerté les autorités fédérales, qui ont envoyé un rapport avec des photos montrant la destruction totale des cultures. Plus tard, 2 informateurs ont révélé aux agents de la DEA que la marijuana avait en fait été soigneusement récoltée et emballée par des soldats de l'armée mexicaine. Et tandis que les autorités américaines réglaient leurs problèmes sur le continent sud-américain, se renvoyaient la responsabilité et se livraient une guerre froide avec les communistes, en janvier 1984, les saisies de marijuana le long de la frontière sud-ouest avaient quintuplé par rapport à 1980. Si quelqu'un n'a pas perdu de temps, ce sont bien les trafiquants de drogue entreprenants du cartel de Guadalajara qui avaient été presque éradiqués selon les rapports du gouvernement mexicain. Il y avait un nombre catastrophique de douaniers aux frontières et encore moins d'agents à la DEA. Et pour couronner le tout, les demandes adressées au centre pour renforcer la frontière sont restées sans réponse. 4 mois plus tard, le bureau de Tucson a procédé à la plus importante saisie de la décennie. 2 camions transportant près d'1 tonne de marijuana. À peu près à la même époque, au début de l'année 1984, l'enquête de Kiki Camarena a connu une avancée décisive. Un informateur a révélé que les trafiquants de Guadalajara avaient trouvé un syndicat pour financer des milliers d'hectares de plantations de marijuana à Zacatecas, Durango et Chihuahua. La liste comprenait littéralement les 30 plus grands noms de l'industrie mexicaine de la drogue, à savoir Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo, Juan Esparragosa et 27 autres noms, tous connus de Kiki. Camarena a continué à creuser, et c'est ainsi que, en violation de l'accord entre les États-Unis et le Mexique, qui interdisait la surveillance de l'espace aérien par des agents américains, Camarena engagea le capitaine Alfredo Zavala Avelar, un ancien pilote militaire mexicain, pour se rendre à Zacatecas afin de voir de ses propres yeux les champs de marijuana. Et ils les trouvèrent. De retour au consulat, Camarena et Kuykendall ont rédigé une multitude de télégrammes sur leur découverte. Selon le dossier Camarena, ces informateurs rapportaient que Felipe Aprecio Núñez, directeur du DFS,
Et Galo Gutiérrez, général de la police fédérale, ne se contentait pas d'accepter de l'argent pour fermer les yeux, mais investissait aussi dans une entreprise de culture de marijuana en plein essor. Un informateur affirmait d'ailleurs avoir vu Aprecio Núñez remettre personnellement 50 millions de pesos à un transporteur pour le compte de Rafael Caro Quintero. Un autre informateur racontait que Gutiérrez était prêt à accueillir les narcotrafiquants sur son territoire et à leur apporter toute son aide. De plus, lorsque Camarena et Knapp ont interrogé le général Gutiérrez sur ses relations avec les trafiquants de drogue, celui-ci a déclaré sans embâche aux Américains « Ils viennent vous faire une offre », se souvient Knapp. « Nous vous enrichirons ou nous vous tuerons. Mieux vaut donc être riche que mort ». À la fin du mois de mai, Walter White, l'adjoint du crédule Ed Heath au siège, a informé Camarena et Kuykendall que les fédéraux étaient au courant des plantations de Zacatecas et prévoyaient de les attaquer. D'après une conversation téléphonique, Kuykendall en conclut que Heath, comme d'habitude, a informé le quartier général de la police judiciaire fédérale et son ami Ibarra. Peu après, les fédéraux, menés par le commandant Ibarra, ont fait irruption dans la plantation, saisissant ainsi 150 acres de champs de marijuana et 20 tonnes de marijuana. Selon les journaux mexicains, Ibarra annonçait que 177 personnes avaient été arrêtées dans le cadre de cette affaire, mais, comme d'habitude, aucun des noms recherchés ne figurait parmi les personnes arrêtées. Le raid fit la une des journaux mexicains, mais Camarena était abattu. 20 tonnes de marijuana n'étaient rien comparé à ce qu'il pensait qu'il y avait là-bas. Pire encore, le cartel de Guadalajara savait désormais qui était Kiki Camarena et à quoi il ressemblait. En enfreignant une règle qui interdisait de survoler les plantations seules, Camarena avait en fait enfreint une autre qui interdisait de travailler sous couverture. Fatigué des plaisanteries incessantes des fédéraux, qui s'est rendu sous couverture à la plantation de Zacatecas, a inspecté les lieux et a demandé à son informateur de le présenter à son ami Rafa Manuel Chavez, qui a ensuite été arrêté, mais libéré peu de temps après. Chavez avait vu Camarena avec les fédéraux lors de son arrestation, et c'est probablement lui qui a révélé à Rafa l'identité de Kiki. Mais Kiki était déjà impossible à arrêter. Il trouva ainsi de nouveaux informateurs parmi les commerçants et les agriculteurs liés au champ. Et ainsi, au milieu de l'été 1984, les agents de la DEA apprirent que Caro Quintero et ses complices étaient en train de créer d'autres grandes plantations dans les états désertiques de Chihuahua, Sonora et la Basse-Californie. Rafa, quant à lui, ne se laissait nullement décourager par l'attention indésirable que lui portaient les Américains. Il acquit des dizaines de ranchs et de villas dans tout le nord et le centre du Mexique, acheta 25 acres de terrain dans la banlieue chic de Guadalajara pour 4 millions de dollars en espèces, fit ériger un mur de béton de 5 mètres de haut autour du terrain et posa les fondations d'une luxueuse résidence. Lorsque cette demeure ostentatoire fut construite, tout le monde à Guadalajara pouvait penser que Rafael Caro Quintero n'était pas un criminel. Les criminels se cachaient dans des repères, tandis que Rafael Caro Quintero vivait là où bon lui semblait. Mais l'article de journal sur la saisie des 20 tonnes à Zacatecas a tout de même eu un certain effet. Et ce n'est toutefois pas l'activité de la division de Guadalajara que la DEA qui était en cause, mais l'augmentation constante, pratiquement exponentielle, des saisies de marijuana le long de la frontière américaine. La marijuana mexicaine et l'héroïne brune étaient disponibles dans tout le sud-ouest des États-Unis, et les prix étaient bas. Ce fait indéniable rendait ainsi invraisemblables les déclarations du gouvernement mexicain concernant la destruction massive des cultures. Les registres de vol des hélicoptères américains utilisés pour les pulvérisations, établis par le ministère public mexicain, ont montré que les hélicoptères ne volaient que 25% du temps et pendant des années, ils n'ont même pas été entretenus correctement. Le stock de pièces de rechange était vide et des informateurs travaillant dans plusieurs bureaux de la Direction générale de la lutte contre les stupéfiants au Mexique ont signalé que les herbicides étaient dilués avec de l'eau ou simplement déversés dans le désert. Ed Heath a commencé à promouvoir l'idée que le programme mexicain d'éradication des drogues nécessitait finalement l'intervention de la DEA. Les représentants du département d'État à Washington sont également arrivés à la conclusion que des mesures énergiques étaient nécessaires. Mais l'ambassadeur Gavin, préoccupé par la crise de la dette mexicaine et soucieux de calmer les relations entre le Mexique et le Nicaragua, s'est opposé à des changements radicaux dans la campagne mexicaine de lutte contre la drogue. Finalement, les deux départements se sont mis d'accord pour que l'ambassade demande au gouvernement mexicain d'autoriser les agents observateurs de la DEA à survoler les champs de pavots ou de marijuana qui devaient être pulvérisés, afin de vérifier les déclarations des destructions de cultures. Ed Heath a baptisé ce projet « Opération Avant-Garde ». À première vue, le plan Avant-Garde ressemblait à l'opération Milagro de Kiki Camarena. Mais Camarena voulait que les pilotes de la DEA volent dans des avions avec la possibilité de contrôler le vol. Dans le plan de Heath, les avions et les pilotes étaient mexicains, et les agents de la DEA étaient des passagers sans droit de contrôle du vol. Lorsque Camarena a entendu parler des pilotes mexicains, selon Kuykendall, il n'a pas voulu avoir affaire au projet. Les avions ont effectué leur premier vol le 1er novembre 1984. Une fois dans les airs, les agents de la DEA ont confirmé les pires soupçons des agents de Guadalajara. Il y avait là plus de marijuana et d'opium qu'on pouvait l'imaginer.
À l'automne de la même année, une guerre des gangs éclata dans les rues de Guadalajara. Des trafiquants de drogue rivaux s'attaquaient mutuellement et attaquaient également la police dans les avenues et les cafés. Pour les agents américains, le cours des événements confirmait que le gouvernement mexicain renonçait à toute prétention sur le contrôle de la drogue. Shaggy Wallace, qui a remplacé Butch Sears, parti en Bolivie, est arrivé au bureau de Guadalajara en septembre 1984. À son arrivée, Q-Kendall et Kiki l'ont fait asseoir et lui ont conseillé de ne jamais baisser sa garde. Guadalajara n'est pas l'Amérique, où tous les trafiquants savent que si tu es un flic, ça va chauffer. Le 10 octobre, la voiture garée de l'agent Roger Knapp a été prise pour cible. Knapp était convaincu que c'était l'œuvre de Félix Gallardo. C'était dans cette même voiture que Knapp avait surveillé le bureau de Gallardo quelques mois auparavant. Il avait alors été sorti de force du véhicule et interrogé par les gardes du corps d'El Padrino, qui lui avaient présenté leur carte de police. Au début de l'année, Félix Gallardo avait déjà montré qu'il était au courant de l'opération Padrino et de la surveillance accrue dont faisaient objet ses comptes bancaires, et qu'il n'appréciait pas cela. Le 28 mars, l'ancien commandant des forces fédérales s'est rendu à Camarena avec un message de Gallardo. Il disait qu'il serait sage que les agents de la DEA laissent enfin tranquille Seigneur Félix, qui était un homme d'affaires honnête et qu'il ferait mieux de s'en prendre à Rafael Caro Quintero. Mais la DEA a intensifié ses investigations, non seulement au Mexique, mais aussi dans tout le sud-ouest. Et c'est en juin 1984 que le bureau de la DEA à Guadalajara a reçu une information qui a conduit ses collègues agents à Los Angeles, dans une chambre de motel à Anaheim. À l'intérieur se trouvaient 4 millions de dollars en billets portant des traces de cocaïne. Des fragments de documents trouvés dans la chambre ont permis de remonter jusqu'à des comptes bancaires à San Isidro, Laredo et El Paso, contrôlés par Tomás Valdés Corral, le financier de Félix Gallardo. Au début, les agents de la DEA ont réussi à saisir 13 millions de dollars liés à l'organisation de Gallardo. Néanmoins, ils ne se faisaient aucune illusion sur ce qu'ils avaient accompli. Ce que nous avons ici, c'est de la petite monnaie, a déclaré l'agent Scott Adams du bureau de la DEA à El Paso. En août, les adjoints du shérif du comté de Gila, en Arizona, ont saisi 1600 livres de cocaïne dont les traces étaient liées au réseau de Félix Gallardo. Une telle quantité de cocaïne aurait rapporté 30 millions de dollars ou plus sur le marché de gros de Los Angeles. La Drug Enforcement Administration n'avait rien à voir avec cette saisie. Un policier d'État fatigué et sa femme coupant du bois ont vu un avion atterrir, ont soupçonné quelque chose d'anormal et ont alerté les forces de l'ordre. Néanmoins, Félix Gallardo semblait accuser la DEA d'être responsable. Roger Knapp, qui avait entendu dire que le gringo était en grande difficulté, ainsi que tous ceux qui avaient été vus avec lui. Lorsque sa voiture a été prise pour cible, Knapp a supposé que Félix Gallardo avait convenu à l'avance d'un avertissement avec des hauts fonctionnaires de la police fédérale. Tout d'abord, la police en uniforme est arrivée presque immédiatement sur les lieux, alors qu'il leur fallait généralement une bonne demi-heure pour répondre à un appel. Mais de plus, le commandant Flores, de la police fédérale, est également arrivé. Knapp a conclu qu'il vérifiait que personne n'avait été blessé. Une fois la police partie, Knapp a appelé Mexico et a informé Walter White, l'adjoint de Heath, de l'incident. Peu après, White a rappelé et a dit que le quartier général voulait que Knapp rentre aux États-Unis dès que possible. Knapp ne voulait pas partir. Il avait en effet fait un travail énorme pour enquêter sur les activités de l'organisation de Félix Gallardo et, enfin, cela commençait à porter ses fruits. Il avait le sentiment qu'une percée était imminente. White a de nouveau parlé au quartier général et a obtenu une suspension. Mais le lendemain, Knapp a appris que le bureau de la lutte antidrogue de Los Angeles avait saisi 200 kilos de cocaïne qui, selon toute vraisemblance, appartenait à Gallardo. Et la saisie a eu lieu quelques heures seulement après la fusillade contre la voiture de Knapp. Il est temps de partir, a déclaré Knapp à sa femme. Il n'avait rien à voir avec cette saisie, mais les hommes de main de Félix Gallardo l'ignoraient. Il ne restait plus que 3 agents, James Q-Kendall, Kiki Camarena et le nouveau venu, Shaggy. L'ambassadeur Gavin rendit visite au procureur général Sergio García Ramírez et au ministère de l'Intérieur Manuel Bartlett Diaz. Il a fait savoir que si un autre incident désagréable, comme celui de Knapp, arrivait à un agent de la DEA, les États-Unis considéreraient cela comme une affaire extrêmement grave avec des conséquences très profondes et à très long terme. Q-Kendall était furieux. Il estimait que l'ambassadeur aurait dû faire scandale, mais cela n'avait pas été le cas, et il semblait que leurs actions donnaient carte blanche aux narcotrafiquants. Il aurait suffi de proférer une menace pour que l'agent rentre chez lui. « Il va se passer quelque chose de grave », disait Q-Kendall avec résignation. Kiki partageait son pessimisme, mais personne n'avait l'intention de partir. D'autant plus que le pilote de Zavala lui avait récemment parlé du ranch Buffalo, le projet phare de Rafael Caro Quintero. D'après les rumeurs, il s'agissait d'un projet d'investissement incroyable pour lequel plusieurs personnalités influentes, et pas seulement dans le domaine du trafic de drogue, avaient uni leurs forces.
Il était interdit de survoler les champs sans l'autorisation des propriétaires et son entretien nécessitait un personnel considérable qui affluait de partout, de Sinaloa, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas et même du Guatemala. Kiki et Kuykendall ont signalé leur découverte au quartier général et il s'est avéré qu'au moins 3 bureaux de la DEA dans différentes régions du Mexique avaient également entendu parler de Buffalo. Heath a transmis cette information au procureur général du Mexique et quelques jours plus tard, une réponse officielle est arrivée, indiquant que ces informations étaient fausses. Il n'y avait rien dans le désert. Heath a alors fait pression sur le bureau du procureur général ainsi que le quartier général des fédéraux, et les autorités mexicaines ont finalement accepté de constituer une équipe d'intervention. Tard dans la soirée du 6 novembre, des représentants de la police fédérale, du bureau du procureur général et de l'armée ont rencontré un groupe d'agents de la DEA et ont planifié l'attaque. Tôt le lendemain matin, ils transféraient des troupes dans le désert du Chihuahua et le commandant Aldana Ibarro dirigeait l'équipe d'assaut. À l'aube, les raiders se sont dirigés vers le désert de Chihuahua. Près du village de Buffalo, les forces de l'ordre mexicaines et américaines ont aperçu depuis leurs hélicoptères des champs irrigués, des casernes et des hangars de séchage mesurant entre 30 et 50 pieds de large et entre 300 et 400 pieds de long. Il a fallu 2 jours aux raiders pour explorer l'entièreté des lieux. L'ampleur du projet était impressionnante. Le gouvernement mexicain a saisi et détruit entre 5 et 10 000 tonnes de cannabis de haute qualité. Il y avait en effet 5 sites de culture et 25 à 30 séchoirs dont la plupart avaient la taille d'un terrain de football. Cette saisie a établi un nouveau record mondial. Personne n'avait jamais vu autant de marijuana au même endroit. Les champs étaient irrigués avec de l'eau pompée dans des puits profonds et ils étaient bien fertilisés et traités à l'aide des dernières technologies agricoles investies de pointe. Néanmoins, il y avait beaucoup plus de marijuana dans cet endroit que ce qui pouvait être cultivé dans des champs, ce qui a conduit les gens à conclure que le complexe de Chihuahua était un centre de stockage et de traitement de la marijuana cultivée dans tout le Mexique. Plusieurs informateurs ont déclaré aux agents que le complexe appartenait à un syndicat créé par Rafael Caro Quintero. Plus tard, Caro Quintero a confirmé que le complexe lui appartenait et s'est plaint d'y avoir investi 20 millions de dollars. Les représentants de la DEA, de leur côté, ont estimé que si la marijuana avait été vendue dans la rue, elle aurait rapporté plus de 2,5 milliards de dollars. Environ 7000 paysans effrayés ont été découverts sur les 3 sites. Ils avaient été embauchés pour une somme colossale de 2500 pesos par jour, soit environ 6 dollars pour travailler dans les champs. Les malheureux vivaient dans des conditions épouvantables. Des gardes armés les empêchaient de s'enfuir, et ceux qui tentaient de le faire étaient abattus à la mitrailleuse. Les travailleurs étaient nourris de pommes de terre, de galettes aigres, de haricots secs et de café. Certains d'entre eux ont raconté qu'à environ 1h du matin, 5 heures avant le débarquement des troupes gouvernementales, leurs surveillants avaient reçu l'information de l'approche des troupes et avaient ordonné aux travailleurs de partir. Mais ils ne pouvaient pas aller loin, puisqu'il n'y avait pas de moyens de transport et très peu de nourriture. Certains ont donc erré dans le désert pendant 3 jours sans nourriture ni eau jusqu'à ce qu'on les retrouve. Selon les agents de la DEA, parmi les personnes arrêtées se trouvaient 5 hommes qui étaient au service de la police fédérale. Les responsables du département d'État ont accueilli cette affirmation avec scepticisme, mais il était hors de question que des informations sur le raid aient été divulguées aux trafiquants de drogue, car cela aurait signifié qu'il y avait au moins un agent double ou plus au niveau du gouvernement mexicain. La réunion préparatoire au raid s'est terminée tard dans la soirée du 6 novembre, et de nombreuses personnes étaient présentes, des officiers de l'armée, des hauts responsables du ministère public et plusieurs commandants des services de renseignement. D'après les témoignages, les ouvriers ont reçu l'ordre de se disperser à 1h du matin le 7 novembre. Il semble donc que les trafiquants aient été informés de l'opération prévue presque immédiatement après la fin de la réunion. Selon les rapports du Congrès, le fait que les camions-citernes qui devaient ravitailler les hélicoptères aient été envoyés au mauvais endroit était également très inquiétant, puisque cette erreur a failli entraîner l'annulation du raid. La taille du complexe de Chihuahua a laissé les statistiques du gouvernement américain perplexes. En 1983, les analystes américains ont conclu que les États-Unis consommaient entre 12 et 15 000 tonnes de marijuana. Ici, en un seul endroit, il y en avait au moins un tiers de cette quantité. Le quartier général de la DEA, le département d'État et l'ambassade ont enfin entendu ce que Camarena et ses collègues tentaient de leur faire comprendre depuis 1982. Les plantations existaient bel et bien. Les photos prises sur place ont fait sensation. D'une part, elles révélaient le drame humain effroyable que vivaient les travailleurs, dont certains mouraient de soif, et d'autre part, elles faisaient comprendre au gouvernement que le principal atout des trafiquants n'était pas la discrétion, mais l'intimidation et les pots de vin. Beaucoup de pots de vin. C'est Ed Heath qui récolta les fruits de l'organisation des raids à Chihuahua. C'était normal, certes, mais Kuykendall était déçu que Camarena n'ait pas eu le même honneur pour les plantations de Caro Quintero découvertes plus tôt dans les États désertiques. Il a proposé à Kiki pour une récompense en mars 1984, mais les mois ont passé et la récompense n'a jamais été remise. Elle ne lui sera d'ailleurs décernée qu'à titre posthume.
Kuykendall savait également qu'il devait essuyer les foudres des trafiquants, furieux d'avoir subi de lourdes pertes, tout simplement parce que Caro Quintero savait qu'ils étaient responsables de ses précédentes pertes à Zacatecas, San Luis Potosí et Sonora. Kuykendall a de nouveau demandé des passeports diplomatiques et des renforts, mais il n'a rien obtenu. Peu après, l'opération cocaïne de Félix Gallardo a subi des pertes encore plus importantes aux mains des forces de l'ordre américaines en peu de temps. En effet, le 17 novembre, les autorités californiennes ont saisi 3,7 millions de dollars en espèces liés au réseau de Félix Gallardo. Le 26 novembre, l'adjoint du shérif du comté de Mohave, en Arizona, est tombé par hasard sur un petit avion garé sur une piste d'atterrissage déserte et a jeté un œil à l'intérieur. La soute était remplie de 700 boîtes emballées dans du papier cadeau rouge, blanc et vert. Les boîtes contenaient environ 700 kg de cocaïne. L'avion a été identifié par des informateurs comme étant celui de Félix Gallardo. La découverte de la cocaïne passa presque inaperçue dans la presse américaine, mais Kuykendall, Camarena et Wallace étaient très tendus. À cause de ces saisies, Gallardo perdit 10 millions de dollars de cocaïne. Il pensait qu'il allait envoyer un autre avertissement, tirer sur une autre voiture ou peut-être faire exploser le consulat. Et ils avaient raison. Bien que toutes ces saisies aient eu lieu sans la participation du bureau de Guadalajara, les Sinaloans étaient très en colère. Selon les témoignages présentés au tribunal, Mata, Félix Gallardo et Caro Quintero se sont réunis pour décider du sort des Américains. Les documents judiciaires indiquent les membres de l'organisation, dont Mata Ballesteros, se sont réunis et ont discuté de l'agent de la DEA responsable des saisies. Les narcotrafiquants ont ensuite tenu à une autre réunion au cours de laquelle ils ont proposé de faire peur à l'agent une fois son identité établie. Son identité a été établie assez rapidement, notamment grâce aux photos prises dans la plantation qui leur ont bien sûr été transmises par leurs amis dans la police. En janvier 1985, 2 enquêteurs de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants se sont rendus au Mexique. Kuykendall et Camarena espéraient pouvoir les convaincre et que le gouvernement prendrait enfin des mesures. Mais les enquêteurs leur ont conseillé de s'adresser à la presse pour dénoncer la corruption locale. Le département d'État ne prendrait en effet aucune mesure sévère, car le Mexique était un allié stratégique. Que doit-il se passer ? Se lamentait Camarena. Faut-il que quelqu'un meure pour qu'il se décide à agir ? Et c'est ce qui s'est passé. Le 7 février 1985, Kiki Camarena est sorti du consulat américain à Guadalajara pour aller déjeuner avec sa femme. Il s'est approché de sa camionnette lorsque 5 hommes ont braqué leurs armes sur lui. Kiki a levé les mains au-dessus de sa tête et a été poussé dans la voiture. Ne le voyant pas revenir, sa femme a appelé la police. À peu près au même moment, le pilote Alfredo Zavala a disparu. Selon des témoins, il aurait aussi été poussé dans une voiture par des hommes armés, exactement comme Kiki. Et comme Kiki l'avait prédit, sa mort a été un catalyseur. Le 12 février, lors d'une conférence de presse, l'ambassadeur américain au Mexique John Gavin a annoncé qu'Enrique Camarena Salazar, un agent américain de la DEA, avait été enlevé à Guadalajara. Il a également déclaré publiquement que les soupçons pesaient sur 75 grands trafiquants de drogue qui dirigeaient 18 gangs au Mexique et que Guadalajara était le centre des opérations du trafic international de drogue. Au même moment, Rafael Quintero quittait Guadalajara dans une direction inconnue avec l'aide d'un officier supérieur de la police fédérale. Le 16 février, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, sur ordre du gouvernement américain, une opération d'interception unilatérale a été lancée, avec des contrôles minutieux des personnes et des véhicules provenant du Mexique. Le gouvernement mexicain a eu connaissance de cette mesure et l'a jugée injuste. L'opération s'est poursuivie jusqu'au 25 février, mais Kiki restait introuvable. C'est ainsi qu'a commencé une confrontation acharnée entre les gouvernements des deux pays. Les États-Unis voulaient que l'enlèvement de leur agent fasse l'objet d'une enquête, car les responsables américains étaient au courant de la corruption de nombreuses autorités mexicaines et craignaient que cet acte reste impuni. Les Mexicains ont bien sûr assuré que le Mexique n'était pas une plaque tournante du trafic international de drogue et ont nié que leurs forces de sécurité aient des liens dans la mafia et la drogue. Ensuite, ils ont adopté une position défensive, soulignant que leur politique de lutte contre la toxicomanie avait donné des résultats reconnus qui réjouissaient tant les politiciens américains. Cependant, les noms des plus grands trafiquants de drogue ont tout de même été révélés par la partie mexicaine. José Ramón Mata Ballesteros, originaire du Honduras, ainsi que les Mexicains Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Juan Estés Paragosa Moreno et Ernesto Fonseca Garrillo. Le 7 mars, un mois plus tard, les corps des Camarena et Zavala ont été retrouvés dans un ranch de l'état de Michoacán, appartenant à un ancien député local. Kiki a survécu 2 jours après son enlèvement et a probablement été enterré ailleurs, puis abandonné dans le ranch où un groupe de personnes avait été abattu auparavant. Ses mains et ses pieds étaient liés, son corps était couvert de blessures et un bâton avait été enfoncé dans son rectum. La cause du décès était un coup porté avec un objet contondant qui lui avait fracturé le crâne.
Le meurtre horrible de Kiki Camarena a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les États-Unis, qui étaient prêts à tout pour que le meurtre de leur agent ne reste pas impuni. Ainsi, des pressions ont été exercées sur le gouvernement mexicain pour qu'il prenne des mesures contre les auteurs directs du meurtre, les chefs du trafic de drogue, ainsi que contre la police et le réseau politique qui les protégeait. Une longue recherche du bouc émissaire a alors commencé, qui a conduit à des conséquences tout à fait inattendues. Tout d'abord, l'ancien ami d'Ed Heath, Aldenay Barra, a été licencié pour raisons personnelles non divulguées. Ensuite, le général qui avait aidé Caro Quintero à s'échapper a fait l'objet d'une enquête pénale et a été remplacé par Florentino Ventura, un homme d'une honnêteté cristalline qui avait autrefois arrêté le Sicilien Falcone et qui était l'un des rares à avoir la confiance des Américains. L'État se retournait progressivement contre les trafiquants de drogue. Rafael Caro Quintero s'est enfui du Mexique avec la complicité d'agents de la police judiciaire fédérale le 12 mars, 5 jours après la découverte des corps de Camarena et Zavala. Il s'est alors rendu au Costa Rica avec sa petite amie Sara Cosio, nièce d'un homme politique important, Jalisco Guillermi Cosio Voduri, qui deviendra plus tard gouverneur de l'État. Avec l'aide de Mata Ballesteros, Rafa s'est installé dans ce pays d'Amérique centrale, mais son bonheur a été de courte durée. Toute la DEA était à ses trousses et c'est Sara qui l'a trahi. Elle a appelé ses parents pour leur dire qu'elle était avec Rafa de son plein gré, mais l'appel a bien sûr été immédiatement intercepté. Le 4 avril 1985, il a été arrêté par la police costaricaine et le commandant Florentino Ventura. À la suite du scandale, la presse mexicaine a commencé à publier des informations sur les activités et la fortune de Caro Quintero. Il était décrit comme le chef d'une armée de trafiquants de drogue estimée à 1 millier de personnes, propriétaire de 36 maisons à Guadalajara et d'autres biens immobiliers à Zacatecas, Sinaloa et Sonora, mais aussi propriétaire ou actionnaire de 300 entreprises à Guadalajara. Sa fortune était estimée à 100 milliards de pesos. Rafa lui-même a raconté qu'à l'âge de 28 ans, il avait commencé sa carrière de trafiquant de drogue en cultivant de la marijuana sur des petites parcelles à Badiraguato, puis s'est installé à Guadalajara avant de transférer son activité à Chihuahua. Il a demandé à être jugé uniquement comme trafiquant de drogue et non comme meurtrier. Mon premier problème avec la justice remonte à ma naissance. J'ai toujours travaillé dans les montagnes où la loi n'existait pas, a-t-il déclaré. Même la vie privée de Caro est devenue problématique. Il aurait enlevé Sara Cosio, 17 ans, qu'il tentait de séduire, et l'aurait emmenée de force au Costa Rica. Il a nié qu'il s'agissait d'un enlèvement et a affirmé que ses parents étaient au courant et qu'il leur avait même offert une voiture à chacun. Selon certaines rumeurs, il aurait été torturé et contraint de renier ses propos à l'égard de la famille Cosio. Le 12 décembre 1989, il a été condamné à 92 ans de prison pour le meurtre de Kiki Camarena et plusieurs autres crimes dont l'implication a pu être prouvée grâce à l'enquête de ce dernier. Néanmoins, en 2013, en raison d'irrégularités procédurales, Rafa sort de prison et disparaît, se retrouvant sur la liste des criminels les plus recherchés par Interpol. Une récompense de 20 millions de dollars est offerte pour sa capture. En 2016 et 2018, alors qu'il est en fuite, Rafa accorde 2 interviews à des journalistes dans lesquelles il nie toute implication dans le cartel actuel de Sinaloa et dans la guerre entre les factions, affirmant qu'il ne souhaite que la paix. Pendant près de 9 ans de liberté, Caro Quintero a toutefois brillé dans sa partie historique et a été impliqué dans de violentes disputes pour le contrôle de divers territoires à Sonora, Sinaloa et en Basse-Californie contre le groupe Los Chapitos, les fils de Joaquín El Chapo Guzmán. Le 15 juillet 2022, il sera à nouveau arrêté de manière spectaculaire et envoyé à l'Altipiano, d'où les États-Unis tentent actuellement de l'extrader vers leur territoire. Revenons en 1985, où quelques jours plus tard, le gouvernement a porté un autre coup dur à une structure administrative de Guadalajara. À Puerto Vallarta, dans la maison du directeur de la police municipale, Ameki Candelario Ramos, Don Neto a été arrêté. Il a déclaré que c'était Rafa qui avait enlevé Camarena afin de conclure un accord avec lui, qu'ils avaient vu l'agent mourir après avoir été abattu par Rafa et 2 de ses assistants, qu'il s'était mis en colère en voyant le corps sans vie de Camarena et qu'il avait giflé Rafa. Don Neto a été condamné à 40 ans de prison, mais en 2016, il a été libéré pour raisons de santé et assigné à résidence. Il est aujourd'hui âgé de 93 ans. Le rusé Mata Ballesteros a été emprisonné jusqu'en 1988 au Honduras, qui n'extradait pas les criminels. Le 5 avril 1988, il a été illégalement enlevé à son domicile de Tegucigalpa et transféré aux États-Unis en moins de 24 heures. Cela a provoqué des émeutes dans son pays natal et les autorités ont même dû instaurer l'état d'urgence pendant un certain temps. Il a traversé tous les cercles de l'enfer dans le système judiciaire américain et on lui a proposé un marché, livrer le président du Panama, mais il a refusé. Les juges ont reconnu que Mata avait été illégalement enlevé de son pays natal, mais ils ont déclaré que cela n'avait aucune incidence sur le procès.
L'affaire Mata est désormais citée comme un précédent justifiant l'enlèvement de suspects à l'étranger, et ce, bien que les accusations portées contre lui reposaient sur les témoignages de témoins douteux qui avaient conclu un accord au cours de l'enquête. Il a été incarcéré dans la pire prison des États-Unis, et son cas a été utilisé pour intimider les trafiquants de drogue. Si vous ne concluez pas d'accord, on dit les juges, vous finirez comme Mata Ballesteros. Peut-être est-ce aussi parce qu'il collaborait avec la CIA et qu'en mars 1988, les Contras et les Sandinistes ont signé un cessez-le-feu, ce qui signifie que la CIA n'avait plus besoin des services du transporteur ni l'argent de la cocaïne, raison pour laquelle il a été éliminé. La trace de la CIA est également visible dans l'affaire Kiki Camarena, qui n'est pas aussi claire. Selon une version, lors de l'enquête, l'agent de la DEA aurait découvert ce qu'il n'aurait pas dû savoir. La CIA finance les Contras avec l'argent de la cocaïne, et à Caborca, qui est sous le contrôle total de Caro Quintero, se trouve un camp d'entraînement financé par ce dernier, mais avec la pleine connaissance et le soutien inconditionnel de la CIA. En ce sens, la DEA et la CIA étaient des organisations concurrentes et leurs intérêts étaient opposés. En 2013, une enquête sur l'implication de la CIA dans le meurtre de Kiki a été rendue publique. 2 informateurs, présents lors de ces événements indépendamment l'un de l'autre, ont identifié l'agent de la CIA Félix Rodriguez, également connu sous le nom de Chat Félix, Lazare, Félix Ramos Medina et Max Gomez. C'est très probablement lui qui a enregistré les tortures professionnelles infligées à Camarena. C'est un personnage remarquable à tout égard, presque culte. Rodriguez a participé à toutes les opérations de la CIA en Amérique du Sud et, en 1967, sous le couvert du major de l'armée bolivienne, il a participé à la capture et à l'interrogatoire de Che Guevara, puis c'est lui qui a donné l'ordre de l'exécuter. Dans le documentaire The Last Narc, les gardes du corps de Don Neto, d'anciens agents de la DEA, la veuve de Kiki et de nombreuses autres personnes impliquées dans l'affaire témoignent, et leurs témoignages s'assemblent pour former un tableau cohérent. Rodriguez a participé directement à la torture de Kiki et lui a posé des questions sur les activités de Guadalajara, dont le but final était de financer les Contras nicaraguayens. Le ranch Buffalo n'a rien à voir là-dedans. En fait, l'ordre d'éliminer Kiki venait de ses supérieurs. Jack Lone, ancien chef de la DEA, et Jack Taylor, agent spécial à la retraite qui a enquêté sur le meurtre, ont déclaré que la CIA n'était bien sûr pas impliquée dans la mort de Camarena. Lone a également déclaré que c'est un conte de fées indigne des personnes qui servent dans la DEA. Un représentant de la CIA a déclaré à la presse « Il est ridicule de suggérer que la CIA ait eu quoi que ce soit à voir avec le meurtre d'un agent fédéral américain ou qu'elle ait organisé la fuite de son assassin. » Quoi qu'il en soit, 3 figures centrales du cartel de Guadalajara ont été placées en détention. Il s'est avéré que pour bâtir un empire de la drogue, il ne suffit pas d'acheter tout le monde pour échapper aux poursuites américaines. Ainsi, leur visibilité dans une zone corrompue a joué en faveur des Américains, qui leur avaient d'abord permis de rester invisibles, les a maintenant poussés hors du système pour se protéger. Le 18 avril, le ministère mexicain de l'Intérieur a ordonné la restructuration des rangs de l'Agence fédérale de sécurité afin d'arrêter et d'emprisonner tous les membres de la corporation qui étaient liés à des trafiquants de drogue, des contrebandiers ou tout autre criminel. Des sources dans la presse ont déclaré que ces déclarations avaient provoqué une vague de désertion parmi les employés de l'agence. Et le 22 août, la police fédérale telle qu'elle existait auparavant a complètement disparu. Elle a été restructurée en Direction générale des enquêtes et de la sécurité nationale, qui n'avait aucun pouvoir opérationnel dans la lutte contre le trafic de drogue. Guadalajara s'est ainsi retrouvé sans ses meilleurs amis au sein du gouvernement. Cependant, ces mesures n'ont pas suffi aux autorités américaines, qui voulaient mettre derrière les barreaux tous ceux qui, selon leurs propres enquêtes, avaient participé à l'assassinat de Camarena. En effet, l'un des chefs, Miguel Ángel Félix Gallardo, était toujours en liberté, caché à Mazatlán, dans l'état de Sinaloa, chez le gouverneur Antonio Toledo Coro. La presse a également divulgué certains détails de la vie sociale de Gallardo. Il possédait par exemple sa propre banque dans l'état de Chihuahua, du moins jusqu'en 1982, date à laquelle son nom figurait dans les documents. En janvier 1985, il a ouvert une entreprise automobile avec son partenaire et son filleul. Des faits ont également été révélés sur son travail d'agent de police judiciaire de l'état de Sinaloa, de garde du corps de Sanchez Celis et de son amitié avec Toledo Coro. Miguel Ángel n'a pas été retrouvé dans sa région natale, où il était sous protection, mais à Guadalajara, 4 ans après le meurtre de Kiki Camarena. Lorsque la protection de la police fédérale a disparu, Miguel Ángel Félix Gallardo a obtenu la protection du parti au pouvoir par l'intermédiaire de son vieil ami, le chef de la police González Calderón, et tout semblait indiquer que la tempête s'apaisait. 2 ans après le meurtre de Camarena, Calderón a assuré à Gallardo que les Américains n'avaient aucune preuve solide contre lui et qu'ils continueraient à le soutenir. L'amitié entre les 2 hommes a perduré et, selon Gallardo, ils se sont revus au moins 5 fois. En 1988, Carlos Salinas est devenu président du Mexique et a entamé une sorte de restructuration.
Salinas s'est immédiatement attelé non seulement à des réformes économiques qui allaient finalement conduire Juárez et Tijuana à la guerre, mais aussi à la réorganisation du trafic de drogue. Lorsqu'il est entré en fonction, le parrain incontesté du Mexique était bien sûr Miguel Ángel Félix Gallardo. En avril 1989, Gallardo se rendit à une réunion avec Calderón dans un restaurant de Guadalajara pour discuter affaires. Mais peut-être n'était-ce pas le cas, car les informations sur l'arrestation d'El Padrino divergent selon les sources. Une seule chose est claire, l'ordre d'arrêter Miguel Ángel est venu d'en haut. C'est en substance ce qu'on lui a dit. Nous n'avons rien pu faire, l'ordre vient de Mexico. Gallardo lui-même affirme dans ses journaux intimes, écrits en prison, qu'il a été violemment battu lors de son arrestation et qu'on lui a cassé des côtes. Mais les humiliations ne s'arrêtèrent pas là. Le nouveau directeur de la lutte antidrogue, nommé par Salinas, Cuervo Trejo, accueillit Gallardo à l'aéroport de Guadalajara et commença immédiatement à le menacer. « Nous n'avons encore rien contre toi, mais nous allons te baiser », lui dit-il. Selon Gallardo, il a été torturé pendant les jours suivants afin de lui extorquer des aveux sur son implication dans la mort de Camarena, mais il n'a rien dit. À côté de cela, plusieurs personnes importantes de l'entourage de Gallardo ont été arrêtées en même temps que lui, notamment son comptable, qui a donné des informations détaillées sur tous les biens mobiliers et immobiliers d'El Padrino. Tout a été confisqué à sa famille, et il se souviendra encore des meubles de la maison de sa mère dans une interview donnée en 2022. Selon lui, tous les objets de valeur ont été illégalement confisqués par Cuervo Trejo, et rien n'a jamais été rendu à la famille de Gallardo. Ainsi, ils ont été contraints de vivre dans une maison louée, et son fils cadet avait besoin d'une opération coûteuse, pour laquelle il n'avait plus les moyens de payer. Je ne sais pas si les histoires d'El Padrino sont vraies, mais le fait que le gouvernement mexicain ait pu éliminer le plus grand gangster du pays sans un seul coup de feu est très révélateur. En effet, en 1989, les trafiquants de drogue comptaient encore sur la police et leurs relations, mais l'ordre de Salinas et l'arrestation du boss des boss ont soudainement montré qui était le chef. C'est ainsi qu'a finalement pris fin le modèle établi et efficace de relation entre l'État et le crime organisé. 4 ans après l'assassinat d'Enrique Camarena, sous la pression constante de la DEA, Miguel Ángel était toujours en liberté, ce qui indiquait l'existence à l'époque d'une dualité dans les relations de l'État. D'un côté, la chasse aux narcotrafiquants était intensifiée par les nouvelles structures, et de l'autre, l'État cherchait à renouer l'ancienne amitié, si malencontreusement interrompue par l'assassinat de Camarena. C'était particulièrement vrai pour des personnalités telles que Calderón. L'État contre l'État. Mais l'arrivée de Salinas et son revirement en faveur des États-Unis ont tout changé. Une nouvelle ère de coopération avec la Maison-Blanche a commencé, et dans ce contexte, la capture de Miguel Ángel Félix Gallardo a été un signe fort du renforcement du gouvernement actuel face aux organisations criminelles et aux autorités policières. C'était effectivement un signal clair indiquant qui était à la tête du pays, tout en étant un signe positif envers le gouvernement américain quant à sa volonté de coopérer dans la lutte contre le trafic de drogue. Et en même temps, l'arrestation de Gallardo a déclenché des processus irréversibles. Comme les a qualifiés Valdés Castellanos, il s'agit d'une fragmentation et d'une violence. Après l'arrestation d'El Padrino, les chefs mafieux mexicains ont organisé un sommet à Acapulco. Selon des sources fiables, ce n'est pas Miguel Ángel qui a réuni les chefs comme dans la série, pressentant la chute de l'Empire, mais eux qui se sont réunis pour décider de la marche à suivre. El Padrino lui-même affirme dans ses journaux intimes que c'est Calderón qui a organisé la réunion. Il est possible que les deux versions soient vraies, car Calderón était alors convaincu que Gallardo serait bientôt libéré. Les vieux amis de Sinaloa se sont réunis dans un chalet chic au bord de la mer et ont décidé comment ils allaient reconstruire leur entreprise. Ils étaient tous liés les uns aux autres, comme des parents, des amis, des voisins, des partenaires commerciaux de longue date ayant conclu plus d'une centaine de transactions. Tous allaient jouer un rôle décisif dans le développement du trafic de drogue au cours des 2 décennies suivantes. Chaque capot se voyait attribuer une zone où il pourrait transporter sa propre drogue et taxer tous les autres trafiquants sur son territoire. Tecate pour El Chapo, Juárez et Nuevo Laredo pour Rafael Aguilar Guajardo, ancien agent de la police fédérale, San Luis Río Colorado pour Luis Héctor Elguero Palma Salazar, Nogales et Hermosillo pour Emilio Quintero Payano, Tijuana pour Jesús Don Chuy El Labra et ses neveux, les frères Arellano Félix, Sinaloa pour Ismael El Mayo Zambada, Mexicali pour Rafael Chao, un autre ancien agent fédéral. De plus, Manuel Beltrán Félix, Rigoberto Campos et Javier Caropayan, le frère de Rafa, pouvaient se déplacer librement dans tous ces endroits sans causer de problème et en tant que simple intermédiaire. Tout cela semblait être une bonne idée, mais sans le leadership du parrain emprisonné, Félix Gallardo, les capos ont commencé à se disputer pour obtenir une plus grande part du gâteau. Comme l'a écrit le célèbre chercheur Blas Cornelas, jamais dans l'histoire du trafic de drogue mexicain, il n'y a eu un homme comme Félix Gallardo. C'était un homme de parole qui privilégiait les accords plutôt que les coups de feu, les arguments convaincants plutôt que les exécutions. Si les capos avaient suivi ses instructions, le cartel le plus puissant du monde existerait aujourd'hui.
Mais l'absence de leader et la présence de plusieurs chefs, chacun se sentant supérieur aux autres, ont provoqué la désorganisation. Dans cette confusion, 3 cartels ont pris le pouvoir peu après. Celui de Tijuana, avec les frères Arellano Félix, celui de Juárez, avec Amado Carrillo Fuentes, et celui du Golfo, avec Nepomucemo Guerra. Tous étaient originaires de Sinaloa et se déplaçaient à travers l'empire sinaloan, se partageant les cargaisons et les contacts de policiers corrompus. Il est essentiel de comprendre les liens au sein de ce royaume sinaloan pour saisir le sens de la guerre actuelle contre la drogue au Mexique. Les agents de la DEA ont également confirmé la coopération entre tous les narcos du nord-ouest du Mexique. Dans un rapport secret des services de renseignement opérationnel datant des années 1990, les observations suivantes ont été faites à propos de ce système. Le schéma du cartel est très répandu, mais il déforme le pouvoir et la force réelle des trafiquants de drogue mexicains. Ainsi, parmi les exemples récents de personnes capables de dépasser ces frontières, cartelaires, on peut citer Amado Carrillo Fuentes, qui a collaboré à la fois avec El Chapo à Sonora et avec El Mayo à Tijuana. Même si le clan des Silanoan travaillait toujours ensemble, la situation était instable. En effet, le plus gros conflit du début des années 1990 a éclaté entre les frères Arellano Félix et Joaquín Chapo Guzmán à cause des livraisons vers la Californie. La guerre n'était pas aussi violente qu'au XXIe siècle, où s'affrontent des groupes quasi professionnels, certes, mais les tueurs se sont affrontés dans une série de fusillades et d'assassinats qui ont fait des dizaines de morts. Avec le recul, on peut voir les premiers signes indiquant que le gouvernement mexicain ne serait pas en mesure de contenir la bête El Narcotrafic, que le bain de sang deviendrait incontrôlable. Comme le disent les historiens professionnels, il est toujours dangereux de lire l'histoire à rebours. À l'époque, personne au sein du gouvernement mexicain ne semblait s'en inquiéter. Il y a de la violence, mais ce sont des trafiquants qui tuent des trafiquants, soupiraient les politiciens. De toute façon, les trafiquants ne s'en prenaient pas au système, mais se faisaient plutôt concurrence pour savoir qui serait le meilleur. Le gouvernement pouvait simplement observer le carnage et encaisser l'argent, quel que soit le vainqueur. Les années 1980 ont donc sans aucun doute été une décennie décisive dans la formation du crime organisé lié au trafic de drogue au Mexique. Tout d'abord, l'impact du marché américain de la drogue sur le marché mexicain était inégal. La demande de marijuana et d'héroïne a en effet chuté, et l'opération Condor a même propulsé les Colombiens à la tête du marché de l'herbe. D'autre part, c'est précisément cette opération qui a catalysé une culture plus intensive sur le territoire mexicain et a également créé un corridor pour le transport de cocaïne entre le Mexique et la Colombie. Deuxièmement, ce fut une décennie en or pour l'organisation de Sinaloa. Sous la direction de Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo et Rafael Caro Quintero, et avec le soutien des clans familiaux tels que Guzmán, les Zambada, les Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva, Luprecio, et grâce à des alliances avec des dirigeants politiques et régionaux, le cartel de Guadalajara a consolidé son pouvoir sur tout l'ouest du pays, de Oaxaca à la Basse-Californie, le long de toute la côte pacifique, ainsi qu'à Durango et Chihuahua. Ainsi, seules quelques organisations lui faisaient encore concurrence, comme celle de Pablo Acosta à Ojinaga, même si, comme vous vous en souvenez, Amado Carrillo Fuentes, le garant de Sinaloa, est venu le voir pour régler des problèmes liés à la cocaïne, et il a cessé d'être un concurrent. Troisièmement, le modèle de coexistence entre l'État et les trafiquants de drogue, qui régulait conjointement le trafic de drogue dans les années 1980, a fait son temps et a fini par avoir des conséquences fatales. L'expansion et le renforcement du crime organisé, ainsi que la transformation des forces de police en organisations criminelles, ce qui a affaibli l'État et rendu les citoyens sans défense. Enfin, l'incarcération des principaux dirigeants de l'organisation Sinaloa. Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo et Miguel Ángel Félix Gallardo a entraîné sa fragmentisation en plusieurs factions, qui ont ensuite été regroupées en organisations familiales. La disparition de la société dominante a favorisé l'entrée de nouvelles organisations sur le marché illégal de la drogue. En bref, le quasi-monopole de Sinaloa a laissé place à une concurrence ouverte et, inévitablement, à une guerre entre tous les acteurs pour obtenir la plus grande part du gâteau. Les années 1990 approchaient, nouvelles drogues, nouveaux acteurs et nouvelles règles. Mais cela fera l'objet de la prochaine vidéo.